Bonsoir Montréal. Vous allez bien? Très heureux d'être à Montréal, hyper heureux d'être ici. C'est ici que j'ai compris beaucoup de choses, mais une très importante, c'est qu'on est tous différents. On a tous des origines différentes, des parcours différents, des cultures différentes, parfois même des accents différents. Mais au fond, on est tous les mêmes humains. Parce que qu'on soit ici ou en France, il y a des gens, quand ils se lèvent de table et qu'ils partent, eh ben ils se claquent les cuisses. Bon allez, on y va. Il y a des gens, quand ils te racontent une anecdote et que quelqu'un a crié pendant l'anecdote, eh ben ils vont imiter la personne qui crie mais en chuchotant. On était à la soirée avec Pierrick tranquille. D'un coup, le voisin débarque, complètement dingue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais appeler les flics. Oui, je sais pas quoi. Nanana. Et en même temps, heureusement qu'il l'imite en chuchotant, parce que s'il imitait en criant, ça serait bizarre. Hein. On était à la soirée avec Pierrick tranquille. D'un coup, le voisin débarque, complètement dingue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais appeler les flics. Oui, je sais pas quoi. Nanana. Wow. Ah ouais, en effet, il avait l'air complètement dingue, ce voisin. Oui. Non, surtout qu'on est en plein milieu de la bibliothèque et tout le monde nous regarde maintenant. Il y a un truc qui sort de mes oreilles, ça doit être du sang, mon pote. Il y a des gens en boîte de nuit, quand ils dansent, pour montrer que quand ils dansent, ils ont confiance en eux, et ben ils vont danser, mais en rentrant leurs lèvres à l'intérieur de la bouche. Mon Dieu, mais cette personne a une confiance inégalée, regarde ses lèvres. En plus, elle fait non avec la main, quelle audace! C'est les mêmes personnes que tu retrouves 3 heures après complètement bourrées avec les lèvres dans l'autre sens, t'sais. Il y a des gens qui pratiquent le doublé chuchoté. Ils double chuchotent à la fin de leur phrase. Roger, il passera pas l'hiver. Hein. Il passera pas l'hiver. Vous verrez demain matin. Alors, c'était comment le show? On a bien rigolé, hein. Bien rigolé. Il y a des gens, quand ils partent de chez eux, eh ben, ils se touchent les poches en disant tac. Alors, mes clés, tac, 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 tac. Bon, allez, on y va. Il y a des situations très universelles, comme par exemple, je pense qu'on a tous vécu ça, quand t'es dans la rue avec une personne, tu lui dis au revoir et tu pars dans la même direction. Et tu vas pas lui parler parce que tu lui as déjà dit au revoir. Et c'est très gênant, t'es là genre, allez, salut, hein, salut. Ah. Et enfin arrivé à la dernière intersection, genre, bon allez, salut cette fois, salut. Tu pars à droite aussi, putain. Il y a des gens qui nous amusent, mais il y a aussi des gens qui nous énervent. Les gens prétentieux. C'est normal, c'est parce qu'à la fin de leur phrase, ils s'auto-roulent une pelle. Pour les Québécois, ils s'auto-French. Tu sais, ils sont là, ma copine, ouais, c'est un top modèle. Ça va, c'est un petit appartement de 800 mètres carrés. Il y a des gens qui t'énervent parce qu'à la fin de leur phrase, ils inspirent par le nez. Alors, ouais, je gagne 10 000 € par mois. Il y a des gens qui te disent « Bah, je te l'avais dit » avec une petite grimace à la fin, genre « Bah, je te l'avais dit, hein Et il y a des gens qui te démotivent parce qu'à la fin de leur phrase, ils étirent le visage. Bon, écoute, tu fais comme tu veux, mais bon... Et enfin, il y a des gens, ils te font la bise. Toi, tu leur fais la bise, mais eux, ils te font pas le bruit de la bise. Toi, t'es là. Ils sont là. On est d'accord qu'on est tous différents, mais qu'on est tous pareils, mais qu'on est différents, mais qu'on n'a pas compris cette phrase, mais qu'on est d'accord. Et pour moi, les humoristes de ce soir représentent exactement ça. Ils sont tous différents, ils ont tous des parcours différents, mais ils ont la même humanité en eux qui les a amenés ici à être devant vous, derrière un micro. Ce soir, on va découvrir des nouvelles têtes, du nouveau stand-up. Des gens que vous avez peut-être jamais vus, mais qui me tiennent énormément à cœur. Et c'est des gens qui vont... En fait, je me sens un peu comme un guide de restaurant. Tu vois, on va découvrir des nouvelles adresses. On va manger du bon stand-up ce soir. Et sans plus attendre, on va accueillir la première. Mesdames et messieurs, je vous demanderai un triomphe, s'il vous plaît. Commencez à applaudir pour la première. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir de la façon la plus chaleureuse qui soit Virginie Fortin. Mais voyons.
Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, il y a des Français, il y a des Québécois dans la salle, il y a des Français, il y a des Québécois sur le spectacle, mais ce soir, je veux m'adresser à vous en tant que terriens d'abord. Parce que s'il y a quelque chose qui nous unit, c'est qu'on fait tous partie de la coïncidence presque magique de l'existence sur Terre. Non, mais c'est vrai, on oublie. On oublie qu'on est des terriens. D'ailleurs, je ne veux pas vous faire peur avec ça en commençant mon numéro. Mais le spectacle de ce soir se passe dans l'espace. À vrai dire, tous les spectacles depuis le début de la vie se passent dans l'espace, mais je suis la seule qui prend vraiment le temps d'en parler. Non, mais parce que c'est vrai, on a oublié, on est trop concentré sur d'autres affaires, on est stressé par d'autres choses. Les terriens, on est vraiment de même. Là. Nous autres, on a oublié ça, qu'on était dans l'espace, mais je nous comprends. On a d'autres choses à penser. Le travail, les enfants, les lunchs, The Voice. Avez-vous vu The Voice? Ça chantait vraiment bien, The Voice. Tu sais, on est distrait par des petites affaires comme ça, mais The Voice aussi, ça se passe dans l'espace. C'est juste qu'il n'en parle pas beaucoup dans l'émission, mais si tu recules la caméra très loin, tu te rends compte que Garou, il flotte dans l'infini. Non, mais je comprends pas qu'on en soit revenu si vite. Tu sais, au début, on a commencé à exister. On savait même pas qu'on était des terriens. D'abord, on pensait qu'on était l'univers au grand complet. Et puis là, grâce à des gens comme Galilée, on a su qu'on était dans l'espace. Merci, Galilée. Mais aurais-tu pu être plus précis, s'il te plaît? L'espace. C'est même pas quelque part. C'est un mot très peu précis pour définir un lieu et sa surface. L'espace, c'est nulle part. C'est entre deux autres choses, normalement. Un espace. J'ai un petit espace entre les dents. Il y a peut-être un petit univers là-dedans aussi. On est peut-être dans l'espace entre les dents de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Non, mais c'est vrai, c'est quoi l'espace? Vous, ça vous hante pas quotidiennement? Vous êtes sortis ce soir, vous êtes là, on va voir un petit spectacle dans une salle. Mais non, on est dans l'espace. On flotte dans l'infini. Comment vous êtes sûr? Comment être sûr d'où on est? On est où? On est ici? On est quand? On est dans ce moment? Bravo! Bravo d'être capable de concevoir l'infini. Moi, ça me fait capoter mes rêves. On n'est pas... Non, mais on est sur la Terre, mais on est sur un amas de matière qui se déplace à genre 600 000 km/h. Excusez-moi, OK? Je m'excuse. Là, j'ai pété un petit plomb. Mais non, mais c'est parce que ça me stresse. Mais regardez, j'en ai des vraies blagues, là, parce que non, j'ai des vraies blagues aussi. C'est juste que vous étiez comme généreux. Je me suis dit, je vais me confier, je vais parler de ce qui me hante. Mais là, vous avez payé pour un show d'humour et là, vous avez une fille en psychose. Alors, je suis désolée. Je suis désolée. Je reviens au programme initial, c'est-à-dire faire des vraies blagues. Bon, c'est correct. On recommence. On recommence complètement. Alors, les vraies blagues. Savez-vous c'est quoi la différence entre un dentiste et un astronaute? Il y en a pas, les deux sont dans l'espace! C'est juste que l'astronaute étudie extrêmement longtemps pour aller un petit peu plus loin dans l'espace. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous, les astronautes qui se sentent un peu supérieurs. On était tous dans l'espace depuis le début. Là, vous aurez compris que j'ai pété un petit plomb sur l'espace, alors j'ai fait plusieurs recherches. Là, ça m'habite énormément. Et dans mes recherches, j'ai découvert des choses épouvantables. Saviez-vous qu'autour de la Terre gravitent des millions de tonnes de déchets? Nous, ça nous dérange pas, ça? Autour de notre planète, il y a des millions de déchets qui gravitent. Ça veut dire que pour les civilisations extraterrestres qui nous regardent en ce moment, on est l'espèce de voisin ermite dégueulasse et peurant qui a un petit dépotoir devant chez lui. C'est nous, ça, les terriens. C'est de ça qu'on a l'air. On le connaît tous, ce voisin-là, là, d'ailleurs. Hein? Normalement, ces rideaux, ce sont de vieux drapeaux. Et... il y a une petite collection de 3 vieux frigos dans le jardin et il brûle des pneus l'été. C'est son hobby. Mais ça, c'est nous, ça, c'est les terriens. C'est de ça qu'on a l'air à l'échelle de l'univers parce qu'autour de chez nous, c'est dégueulasse. Autour de chez nous, il y a des vieux restants de satellites russes. Il y a une fusée avec un chien mort dedans. Il y a plein de petits cacas de Neil Armstrong. OK? C'est ça. Bienvenue chez nous.
Mais non, c'est sûr qu'on n'en croise pas beaucoup d'extraterrestres, ils nous évitent, on est dégueulasses. D'ailleurs, pour ceux qui veulent des nouvelles de ce qu'on a envoyé dans l'espace, la NASA... D'ailleurs, la NASA... Moi, j'ai capoté sur l'espace là, au début du spectacle, mais la NASA sont pires que moi, on va se le dire. Eux autres, ils en font un métier là, de ne pas en revenir de l'espace. Moi, je veux dire, mon approche à l'espace, elle est comme un peu philosophique. Je suis comme, oh, c'est étrange, l'infini, je le conçois mal. Mais eux, ils mettent de l'argent dans l'espace. Il y a eu un budget de 19 milliards de dollars en 2018 pour la NASA, pour l'espace. Ça, pour ceux qui ont de la misère à s'imaginer, c'est combien? C'est l'équivalent du salaire de 4 médecins spécialistes au Québec, OK? Non, mais ils ont envoyé toutes sortes d'affaires dans l'espace, la NASA, dont, en 1977, 2 sondes qui sont aujourd'hui sorties de notre galaxie. 2 sondes qui avaient pour but de prendre des belles photos de Jupiter, mais la NASA s'est dit, si on est pour envoyer des objets humains dans l'espace, on pourrait mettre une coupe d'informations sur nous, tout à coup que ça tombe entre les mains de civilisations extraterrestres qui, en voyant ça, se disent « mais qu'est-ce? » Alors, on a mis toutes sortes d'informations sur nous. Il y a un comité de la NASA qui a décidé des informations sur les terriens qui allaient se retrouver dans les sondes. Alors, la NASA a décidé de mettre là-dessus des formules mathématiques qui expliquent où on en est dans notre compréhension de l'univers. Il y a une carte géographique spatiale de notre galaxie qui indique où on se trouve à peu près dans la galaxie. Je viens de dire à peu près, mais c'est la NASA. Alors, j'imagine qu'ils ont été précis. Ils n'ont pas fait comme « voici un dessin d'enfant qui vous donne une idée ». Ils ont mis de l'art là-dessus, il y a de la musique, il y a la 5e symphonie de Beethoven, mais il y a aussi Johnny B. Good, tout à coup, là, que les extraterrestres sont groovy. We don't know. Ils ont mis des photos de belles vues imprenables là, sur des grandes villes comme Boston. Il y a des animaux qui s'abreuvent dans le désert. Et il y a même une photo, ça c'est pas une blague, il y a une photo d'un monsieur moustachu qui mange un sandwich. La NASA a jugé pertinent d'informer les civilisations extraterrestres hypothétiques, la Terre abrite environ 8 milliards d'individus qui se nourrissent de petits sandwichs, en fait. Mais ils ont volontairement omis, par contre, de parler de nos petits travers, là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas parlé de la guerre. Ils n'ont pas parlé de la famine. Ils n'ont pas parlé de la prostitution juvénile. Ils n'ont pas parlé de crimes. Ils n'ont pas parlé de rien de ça. Ils ont comme oublié ça, là. Ils ont envoyé une brochure touristique dans l'espace. En fait, c'est ça. On a envoyé aux extraterrestres des informations sur la Terre sans dire la vérité. On a résumé la Terre en oubliant le plus important, OK? Ça, c'est comme résumer le film La liste de Schindler en disant « film en noir et blanc sur les voyages en train ». Bon visionnement. Ils n'ont même pas parlé d'argent sur la sonde. Ils n'ont pas expliqué l'argent. En même temps, c'est sûr, là. C'est sûr qu'ils n'ont pas pu expliquer l'argent parce que s'ils expliquaient l'argent, ils auraient fait comme « Oh mon Dieu, faut qu'on explique le crime, la guerre, la famine. Faut tout qu'on explique ça. On va se mettre dans la merde. » Fait qu'ils n'ont pas expliqué l'argent. Alors, en ce moment, les extraterrestres pensent qu'on est vraiment tous une espèce de grande famille qui mange des petits sandwichs main dans la main en écoutant du Beethoven. C'est ça. C'est ça qu'ils pensent. Mais on aurait pu le dire aux extraterrestres. On aurait pu faire comme « Coucou, les extraterrestres. Nous, les terriens, on est super gentils. » Mais là, on s'est vraiment mis dans la grosse merde parce qu'on a comme... on a commencé à jouer à un gros jeu. Mon Dieu, c'est une espèce de gros jeu à l'échelle planétaire. Là. Tout vaut de l'argent. C'est niaiseux. Là, l'argent, qu'est-ce que c'est? L'argent, c'est le temps des gens, en fait, là, sur lequel on appose une valeur. Là. Mais il y a le temps de certaines personnes qui vaut beaucoup plus là, que le temps de d'autres. Mais ça, c'est vraiment aléatoire, là, parce qu'il y a des gens qui sauvent des vies, là, qui font moins d'argent que des gens qui jouent au football. OK? Et le football, ça, c'est un jeu dans le jeu. OK? Mon Dieu, non. On n'explique pas l'argent, c'est trop compliqué. Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas expliqué l'argent parce qu'ils savent que c'est pas la meilleure invention. Et là, je sais, c'est difficile de faire des blagues sur l'argent. C'est difficile parce que ça stresse les gens. Les gens deviennent stressés. Tu sais, l'argent, c'est une source de bonheur, mais c'est une source de stress. Moi, je vous le donne, mon truc, pour que l'argent, ça cesse de vous stresser. Quand je deviens stressée par rapport aux impôts, moi, je me rappelle qu'on est dans l'espace. Et on flotte dans l'infini sur une terre dont on ne comprend pas les mystères et on meurt à la fin. Fait que, tu sais,
C'est pas vraiment grave de payer ses impôts, là. Quand il n'y a rien de permanent, on meurt. Ça vous rassure pas, ça? J'ai rarement vu un public qui applaudit après que je dise « On meurt! » Mon Dieu, vous êtes tous aussi cyniques que moi. C'est formidable. Non, mais c'est parce que la mort non plus, ça rassure pas. Tu sais, je suis comme « Ah, l'argent, c'est difficile de faire des blagues là-dessus. La mort, ça aussi, ça stresse. L'argent, la mort. Bienvenue à mon show d'humour. » Non, mais moi, la mort, ça me fait pas peur, en fait. Ça me stresse plus, ça me rassure énormément. Ça me rassure qu'on meurt. Je trouve que ça rend la vie un petit peu plus, tu sais, il y a un petit peu de piquant. C'est-tu aujourd'hui que je meurs? Mais en fait, la seule affaire qui me stresse de la mort, c'est que mourir sur la Terre, ça coûte de l'argent. C'est vraiment la seule... Moi, je vais mourir, puis on va annoncer à ma famille que je suis décédée, et là, ça va leur coûter 15 000 $. On saura jamais de quoi sont le plus tristes. C'est ça qui va... Non, mais... En fait, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de mourir ce soir. Je voudrais pas mourir en faisant du stand-up, en fait. D'abord, il y aurait un petit malaise. Et ensuite, c'est parce que je veux pas mourir en faisant ce que j'aime. Parce que souvent, il y a des gens qui meurent en faisant ce qu'ils aiment, puis on est comme « Ah, mais au moins, il est mort en faisant ce qu'il aimait. » On dit souvent ça, des gens qui font des sports extrêmes, s'ils meurent en faisant leur sport, on est comme « Ben, au moins, il est mort en faisant ce qu'il aimait, puis on peut se consoler avec ça. » Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que je pense que ce qu'il aimait, c'est faire du ski sans foncer dans un arbre. Il n'est pas mort en faisant ce qu'il aimait, il est mort en ratant ce qu'il aimait. Merci, vous avez été formidables. Merci beaucoup. Gardez ce feu que vous avez en vous pour le prochain invité, Noman Osni. Merci bien. Ah, ça fait plaisir de jouer ici à Montréal. Chaque année, je viens à Montréal et j'aime cette ville parce qu'à chaque fois que je viens, je rencontre l'amour. Et ça, j'aime beaucoup. Ah, tu sais que ma première petite amie était québécoise et ça me fait quelque chose. Elle venait d'une... Je ne sais pas si vous connaissez le lac Saint-Jean. Ah, j'adore le lac. Il y a des gens du lac Saint-Jean? Ah, j'adore le lac Saint-Jean. Pour moi, je vais vous dire, le lac Saint-Jean, quand j'y vais, ça me fait penser à un pays arabe. Et ça me ramène à la maison, je te jure. Déjà, les manières de draguer au lac Saint-Jean, c'est les mêmes que dans les pays arabes. Ça te dirait qu'on soit plus que des cousins. Il y a un truc... qui est... Mais... J'aime bien, vous avez vraiment voulu que je me sente à la maison. Ils m'ont mis un tapis de prière exprès pour moi. C'est vraiment adorable ici, hein. C'est vraiment cool. Et j'ai commencé... Ah, j'ai visité un peu, j'ai pris le métro, très sympa. On dirait un manège ici par rapport au métro parisien. Alors par contre, à la station Berry-UQAM, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout Montréal est rentré dans le métro. Je sais pas ce qui se passe ici. Et alors, petit conseil que je vous offre, que j'avais gardé de Paris, en général, la barre à laquelle il faut se tenir, moi j'aime bien la tenir là. Ici, toujours chaude et glissante. Il faut toujours aller là où il y a le minimum de mains avant. À Berry-UQAM, tu ne peux pas. Il n'y a pas de place pour ta main. Tu ne peux pas t'agripper. Il y a des mains... Même là, il y avait une main de mec qui n'avait pas de jambes. Qui attendait, il était là, il attendait sa station. Et là, je me retrouve, bienvenue à Montréal, je me retrouve là avec, juste à côté de mon visage, la main la plus poilue que j'ai vue de ma vie. Je savais pas que c'était possible d'avoir des coupes de cheveux sur les doigts. Le mec avait des petites coupes de cheveux indépendantes sur chaque doigt. Et la main vraiment me fait chier. Et je décide de le faire chier à petite technique. Discrètement, je souffle avec mon nez comme ça. Et je vois que le mec se gratte. Et moi, je rentre dans un jeu avec lui. Je veux qu'il lâche la barre, donc je commence à faire des... Il tient toujours la barre. Alors là, j'y vais carrément. Il tient toujours la barre, j'hallucine et j'essaye de voir le visage de ce mec-là. Mais il y a trop de monde entre moi et lui. Et en plus, il est de dos comme ça, dans cette position comme ça, très désagréable. Et je peux pas voir son visage, je deviens fou et je réalise une chose. Si je ne peux pas voir son visage, il peut pas voir le mien non plus. Je peux tout tenter, ok? J'ai la main qui est juste à côté de mon visage là. Je ne vous le cache pas, le cœur s'accélère un peu. Et j'ai fait ça. Bam. Tu gagnes la barre.
Comme je vous ai dit, pour moi, Montréal, c'est la ville de l'amour. Et je me suis posé beaucoup de questions sur l'amour. Par exemple, je me suis rendu compte que je ne voulais pas d'enfant. Ça, je ne veux pas d'enfant. Je m'en suis rendu compte au deuxième. Au deuxième enfant, je fais... Ouais. En fait, moi, j'en voulais pas de tout ça. Alors, c'est très compliqué, hein, parce que, comme quoi la vie est parfois marrante, la vie me fait des vannes. J'ai 2 enfants de 2 femmes différentes. Et ma petite amie n'est la mère d'aucun des enfants. Et si tu veux, sur les paquets de clopes, ils ont mis attention, fumer rend stérile. Je suis à 12 paquets par jour. Là, vraiment, je tiens vraiment à arrêter cette... Alors, la plus grande de mes filles a 14 ans, et c'est l'âge où on tombe amoureux. Elle aussi, elle va tomber dans ce cycle d'amour, de merde, de douleur, de blessure, et j'ai envie qu'elle le vive bien, tu vois. Et du coup, j'aimerais qu'elle m'en parle. Parce que moi, je me rappelle, la première fois que je suis tombé amoureux, c'était à peu près à son âge. En général, les mecs, on est amoureux d'une fille en secret dans la classe. Alors, je vous le dis aujourd'hui, si vous avez été amoureux d'une fille en secret dans votre classe, c'était un secret que pour vous, hein. Toute la classe était au courant. Il y a toujours un connard qui vient te voir, non, tu veux, je t'arrange le coup. Moi, je t'arrange le coup. Lui, il va te niquer le coup en général, d'accord? Faut pas lui faire confiance à ce mec-là. Peut-être que le premier rendez-vous amoureux, c'est ce qui détermine si tu vas avoir une vie amoureuse de merde. Si ton premier rendez-vous amoureux, c'est de la merde, peut-être que toute ta vie amoureuse, ça va être de la merde. Et moi, mon premier rendez-vous amoureux, c'était un peu de la merde, hein, je dois le dire. J'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Séverine, et je décide d'aller la voir moi-même à la récréation. Et je lui dis 2 phrases. Je lui dis, écoute, Séverine, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, hein. Je lui ai dit, Séverine, tu me plais, je te trouve très jolie. Elle veut bien sortir avec moi. Elle me propose qu'on aille ensemble à la fête foraine. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent, à Paris, il y a une fête foraine qui s'appelle la Foire du Trône. Ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent pourront confirmer, c'est comme Disneyland mais tenu par des gitans. Voilà, c'est protection approximative. On a tous vu les vidéos des mecs qui glissent des protections, des trucs un peu comme ça. Et comme on est un peu timide, elle me dit écoute, je viens avec une amie, viens avec un pote, comme ça on sera moins timide. Ça fait sortie de groupe. Alors elle vient avec Julie, qui est très timide et réservée. Et moi, le seul pote qui veut bien venir avec moi, il s'appelle Moaz Yahya, c'est son vrai prénom, et il adore la bagarre. C'est sa passion dans la vie. Il aime la bagarre. Et on décide, premier manège, de faire un manège. En fait, je me suis installé comme ça. Mon pote s'installe juste à côté de moi. En face de lui, il y a Séverine, celle que j'aime. Et en face de moi, il y a Julie, la fille timide et réservée. Ils nous mettent les protections. Le manège part d'un coup à 35 mètres du sol. Il se bloque. On a la tête à l'envers et on est retenu que par les protections comme ça. La tête dans le vide. Et là, je vois mon pote à côté de moi, mon ami, qui commence à faire ça. Donc lui, à ce moment-là, il crache sur les gens à 35 mètres du sol, normal. Et c'est mon rendez-vous amoureux, j'ai pas envie qu'il continue cette attitude, tu vois. J'ai envie qu'il arrête, mais là, je suis surpris, il y a un fil de bave qui part de sa bouche. Et moi, j'étais pas au courant qu'on pouvait faire des fils de bave de 35 mètres. Je savais pas que c'était possible. Mais lui, apparemment, il est passé en mode sniper. Il visait un mec, il en voulait à quelqu'un en bas, apparemment. C'était précis. Et là, je lui dis, je t'en supplie, arrête de cracher sur les gens. Il y a Séverine en face de toi. Et là, il me regarde avec un regard que je ne lui connaissais pas. Il me regarde avec le désarroi. Il me dit « C'est pas ça, j'ai envie de vomir. » Avec toujours le fil qui pend, d'accord ? Alors moi, j'essaie de le rassurer à ce moment-là. J'ai pas envie qu'il vomisse à mon rendez-vous amoureux. Et je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu le film Taxi, le premier avec Sami Nasseri, mais à un moment donné, Sami dit « Ne t'inquiète pas, on vomit jamais dans le taxi, c'est en sortant du taxi qu'on vomit. » Je lui dis la même chose, ne t'inquiète pas, on ne vomit jamais dans le manège, c'est en sortant du manège qu'on vomit. Donc on est bloqué. On est passé de l'état stationnaire à 350 km/h en une fraction de seconde. Franchement, on a pris 50 G dans le dos. J'ai vu le vomi. Alors, c'est parti tout droit, hein, c'est perpendiculaire à mon visage. Et en face de lui, il y a Séverine, celle que j'aime. Alors elle a vécu l'exorciste en 3D, hein. Elle a vécu un truc... Elle n'a pas compris. Et alors, il faisait très chaud, et elle s'est pas rendue compte tout de suite de ce qui se passait, parce que je me souviens, elle fermait les yeux, et aux premières gouttes, elle a cru que c'était un vaporisateur, un brumisateur rafraîchissant. Quand elle s'est rendue compte de ce qui se passait réellement, elle a eu un très mauvais réflexe. Non! Très mauvais réflexe. Autant te dire que là, moi, je suis mort de rire, évidemment. Là, le manège repart dans l'autre sens, et j'ai vraiment vu le vomi faire un aller-retour. Et revenir sur la tête de mon pote. À ce moment-là, le type de la fête foraine... Est-ce que vous voulez encore un tour? J'entends pas, faites un maximum de bruit si vous voulez encore un tour. Ils sont sortis de là avec un masque de plâtre. Alors, inutile de vous dire que j'ai jamais embrassé Séverine. C'était impossible après ça, tu vois.
Et ça, c'est un rendez-vous amoureux de merde qui a niqué toute ma vie qui a suivi ensuite, tu vois. Alors, ma fille, qui a 14 ans, maintenant, ça va mieux. Alors, pour les parents, il y a un truc, et pour les futurs parents, je vais vous avertir d'une chose que ma fille m'a fait. En fait, il y a un âge où les enfants, si tu veux, ils ont honte de leurs parents. C'est-à-dire que, tu le sais, quand ils veulent plus que tu les amènes jusqu'à l'école. Et moi, je me dis, attends, ça me fait chier parce que ma fille voulait plus que je l'amène jusqu'à l'école. Et je me dis, attends, je suis humoriste, je suis un mec cool, etc. Alors, ma fille, elle me voit comme un humoriste, mais dans sa tête, je suis vraiment un ringard. Je suis vraiment très vieux. Elle me voit comme Bourvil, un peu. Oh là, mon vélo, oh là là. Elle me voit comme ça, ma fille, d'accord? Et elle a honte de moi, elle me trouve dégueulasse, ok? Donc, elle veut pas que ses amis de sa classe me la voient en ma compagnie. Je suis trop dégueu pour ma fille. Et quelques temps après ça, j'ai eu un coup de fil d'un producteur qui m'a conseillé, je ne sais pas si vous connaissez un type qui fait des vidéos sur Internet qui s'appelle Norman. Voilà, Norman qui fait des vidéos. Et donc, on m'appelle pour partir faire une tournée avec lui. Et j'ai dit oui parce que ma fille était très fan du mec aussi. Et j'ai appris à connaître, je me suis fait un ami avec ce gars. Et ma fille était contente et j'étais vraiment le meilleur papa du monde à ce moment-là. Et moi, j'oubliais un peu la tournée, etc. Et là, ma fille me dit Papa, est-ce que ce soir, tu viendrais pas me chercher à l'école? Et moi, je dis évidemment, ma fille, je viens te chercher à l'école avec plaisir. Tu vois. Et là, elle insiste un peu trop. Elle insiste un peu trop. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'avoue qu'avec ce truc de Norman, il y a des copines de sa classe qui me follow sur Instagram. Et elle insiste pour que je vienne la chercher. Ils m'ont dit dans ma classe que t'étais pas mon père. Il faut que tu viennes me chercher pour le prouver. Je fais, on a besoin de papa maintenant. Je fais, ok, pas de problème, je viens te chercher. J'ai envie de faire plaisir à ma fille. Je suis arrivé devant l'école. Les élèves m'attendaient. J'avais l'impression d'être Justin Bieber. Ils m'attendaient, mais ils étaient à fond, quoi. Papa, il va venir. Enfin, ma fille était comme ça. Les autres, ils m'appelaient pas papa. Et j'ai voulu faire plaisir à ma fille, j'ai commandé une sorte de Uber, mais de luxe. C'est-à-dire que c'est une application où tu arrives en Bentley avec le chauffeur habillé en chauffeur de limousine. Tu vois vraiment? Je suis allé chercher ma fille comme une star, vide teintée arrière, etc. Je suis arrivé devant l'école comme un parrain de la mafia. On baisse la vitre teintée comme ça. Là, le chauffeur sort. Il va chercher, il va prendre le cartable de ma fille. Là, ma fille a fait comme si c'était normal. Merci. Elle s'installe dans le véhicule. La voiture fait 30 mètres et là, ma fille, tout d'un coup, oh, qui c'est le boss maintenant? J'ai découvert ce jour-là que quand ma fille était heureuse, elle avait une voix d'homme, tout simplement. Merci beaucoup, merci infiniment. Et je vous demande de faire trembler les murs pour le suivant, Monsieur Mehdi Boussaïdan. Yeah, ça va Montréal? Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Oh, quand même beaucoup, nice. Très content, merci d'être là, c'est super. J'aime beaucoup la culture française, mais je trouve que vous avez des drôles d'émissions de télé. Pour vrai, vous avez tous déjà vu peut-être une chaîne télé, genre TV5 ou un truc comme ça. Tu sais, le dimanche, tu tombes là-dessus, plus de batterie dans la manette, tu regardes ça. Tu sais, des émissions fucked up, genre des chiffres et des lettres. Ça fait 20 ans que j'écoute cette émission, j'ai pas encore compris les règlements, OK? Je sais pas ce qui se passe, ça va trop vite. Consonne, voyelle, consonne, B12, moins 2, je retiens 4, il gagne. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, OK? So, vos quiz, vous avez des quiz magnifiques, les Français. J'adore les quiz français parce que les participants sont brillants. Les questions sont super difficiles et les prix que tu gagnes sont dégueulasses, OK? C'est les pires prix de l'histoire. T'as un gars, il est assis là, il peut même pas repartir chez lui. Si tu gagnes, tu restes. Le gars, ça fait 2 semaines qu'il est là. Ils sont comme, vous restez pour une autre émission, comme, je veux voir ma famille, vous restez! Ils posent des questions pas possibles, OK? Ils sont là, combien y a-t-il de châteaux en Allemagne? Des gars comme, 678, non, 677, bien évidemment, car le château de Stickencroft a été détruit l'année dernière par l'architecte allemand Rückenfleckentacht. Et le gars comme, félicitations, vous gagnez le Grand Prix! Un dictionnaire! Le gars est comme, ah, c'est bête, je l'ai déjà lu! Ça, c'est des vrais jeux télévisés. Les jeux au Québec, c'est un peu trop facile. Faut qu'on tope le niveau, là. Tu sais, au Québec, c'est comme, choisissez une case. La 8, 70 000 $! Question finale, voulez-vous doubler? Oui. 140 000 $! J'ai bien fait de doubler.
Oh God, j'adore écouter les émissions françaises. Les pires, je pense, c'est les émissions de cuisine, OK? J'ai essayé de commencer à cuisiner récemment. J'ai tout acheté pour cuisiner chez moi, des couteaux, des légumes, des trucs comme ça. Et je commence, et je trouve ça très difficile de suivre un livre de cuisine, donc je regarde des vidéos sur Internet, des vidéos sur YouTube, et ça marche pour pas mal tous les styles de cuisine. Tu regardes un chef, tu reproduis ce que le chef fait, sauf la cuisine française. Parce que les chefs français sont incompréhensibles, OK? Je comprends très bien le français, mais quand c'est culinaire, il n'y a pas moyen. Tu sais, t'as toujours le chef qui est là, 3 étoiles Michelin, le gars, il cuisine pour des princes, OK? Et là, on dirait qu'il y a un bâton dans le cul. Il regarde, et quand il parle, tu comprends rien. Et comme, tu fais play, mais comme, alors bonjour, aujourd'hui, on va faire une tartiflette de reblochon, qu'on appelle aussi la muqueuse de Saint-Paulin, si vous venez de la région de Limoges-Ouest. En premier lieu, on va prendre un filet de basquetier. Si vous n'avez pas du basquetier, du miragnon, ça fait la même chose. À l'aide d'un couteau, vous allez hacher en brunoise jusqu'à obtention d'un jus aqueux qu'on va déposer en verrine à 36 ou 66 centigrades selon le poids. Et on va remettre en verrine, on va flamber à l'anglaise, évidemment. Et vous obtenez votre furéliac. C'est quoi? Une putain de tarte aux pommes. T'es comme... Il a jamais dit pomme. J'essaie de mieux manger. J'essaie de faire du sport aussi. Je trouve que c'est important à mon âge de faire du sport. J'essaie de courir. Je cours dans mon quartier, je fais du jogging. Est-ce qu'il y a des gens qui courent dans la salle? Ouais? Pas en ce moment, mais je veux dire dans la vie. Si vous courez dans la salle, arrêtez, OK? Arrête! OK. Non, je fais du jogging, je cours dans mon quartier. Je trouve ça très difficile de courir. Parce que j'aime pas courir. Pour moi, courir, c'est pas un sport. C'est ce que tu fais quand t'es en danger, OK? C'est juste... Moi, d'où je viens, si tu cours, c'est parce qu'il y a quelqu'un avec un couteau en arrière. C'est la seule raison pour laquelle tu cours. Et je cours dans mon quartier, je trouve ça très difficile. Je suis pas crédible comme sportif. J'ai compris que je suis pas crédible. Il y a des gens qui courent dans mon quartier, ils sont équipés, ils ont des pantalons Lululemon, ils ont 12 bouteilles d'eau, ils courent, ils sont comme... ils ont des montres, ils calculent leurs battements cardiaques. C'est comme, moi, je cours des fois en jeans, OK? Je cours... Des fois, j'ai un Pepsi. Diète, quand même, diète. L'autre fois, je courais, je me suis allumé une cigarette. Les gens étaient comme, qu'est-ce que tu fais? Je fais, c'est la flamme olympique! OK? Et je cours, j'ai arrêté de courir parce que les autres se foutaient de ma gueule. Et il y a un coureur dans mon quartier qui est le pire. C'est le pire. Lui, il a 45 ans, il est super en forme, il court dans mon quartier. Et il sait que je le regarde le matin parce qu'il sait, tous les jours à 8 heures, je suis dans ma chambre et il court plus vite. Quand il passe devant moi, il sait, juste pour me faire chier, il court plus vite. Parce qu'il sait que je suis dans ma chambre le matin tout nu, il sait. Il sait, OK? Et il va à une vitesse, là. Je sais pas comment vous décrire la vitesse à laquelle il va. Je sais pas. Avez-vous vu Maman, j'ai raté l'avion, le 2? Oui, vous l'avez tous vu, le film avec Kevin McAllister qui va à New York, vous vous rappelez? Vous vous rappelez le début du film, juste après le générique? Il y a un bateau qui arrive dans le port de New York. Et là, il y a des marins qui sortent des sacs de poissons qui déposent sur le quai. Et dans un des sacs de poissons, il y a les casseurs flotteurs, les deux méchants, qui sortent leur tête. Puis il y en a un des deux qui regarde l'autre, le plus petit, qui est joué par Joe Pesci, avec une petite tuque, c'est le malin des deux. Il regarde l'autre, il fait « Tu sens ce que je sens, Marvin? » Et l'autre, il fait « Ouais, le poisson? » Il fait « Non, le pognon. » Ça n'a aucun rapport, je voulais juste vraiment jouer cette scène. Je trouve qu'on la voit pas assez souvent. Je l'aime, cette scène. Bref, le gars court vite. OK. Non, j'aime pas faire du sport. Il y a des gens qui regardent des sports aussi. J'admire ces gens-là parce que je suis pas très bon. Je sais qu'il y a eu la FIFA récemment, tout le monde a vu ça, la Coupe du Monde qui a été gagnée par la France. Félicitations d'ailleurs. J'aime comment vous célébrez, mais vous avez rien fait, OK? Ouais, on les a eus! Non, t'as rien fait. T'as mangé des chips chez vous, OK? OK. Non, j'aime pas regarder des sports. Il y a quelques sports que j'aime regarder, c'est les sports de pauvres. Ça me va. Moi, j'aime regarder des sports de pauvres. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais pauvre. Moi, j'ai grandi dans une famille très pauvre. Pas pauvre, t'auras pas de Nintendo à Noël. Pauvre, là. Pauvre genre, maman, est-ce que je peux prendre ma douche? Est-ce que c'est ta fête? Tu sais, on était pauvres, OK? Et moi, j'aime les sports de pauvres. Je sais pas si vous avez déjà vu un sport de pauvres. D'habitude, c'est un sport, on dirait que ça a été créé par un vieux coach russe. Quand c'est un vieil entraîneur russe qui a créé le sport, vous savez que c'est un sport de pauvres. Genre l'athlétisme, c'est un sport de pauvres. Tu le sais, c'est un vieux coach russe qui a fait... ouais, les garçons... On courait. Premier arrivé, médaille. Tu sais, le lancer du poids. Vaut, prendre roche, lancer. Lancer plus loin, médaille. Tu sais, même la natation. Vaut, nager. Après, on fait quoi? Revenir. Premier revenir, médaille. Ça, c'est des sports de pauvres. Moi, j'aime écouter ça. Parce que les sports de riches, c'est nul. Tu regardes les sports d'hiver, les Jeux olympiques d'hiver, c'est... Déjà...
Faire du sport, c'est ça le visage que tu devrais avoir quand tu fais du sport. C'est ça le visage d'un sportif, OK? Sport d'hiver, ils sourient, ils sont là, genre, ah, oh, ah, ouh, ouh. On dirait qu'ils vous le disent en pleine gueule, genre, on est riche. C'est pas des sports, ça. En plus, c'est toujours des pays riches qui gagnent les Jeux olympiques d'hiver. C'est toujours des pays très, très riches, genre, je sais pas, le Japon, le Canada, la France, les États-Unis. Des pays qu'on s'en fout, genre la Norvège. On connaît rien de la Norvège. Quelqu'un connaît un Norvégien? C'est qui ces gens-là? Ils arrivent à chaque 4 ans, ils prennent toutes les médailles. C'est eux qui ont gagné le plus de médailles d'or aux derniers Jeux olympiques. C'est qui? C'est comme ils arrivent, comme, c'est nous, les Norvégiens. Merci, 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 merci. Et ils rentrent dans la terre. Tu sais, c'est comme... Et ils disparaissent. On connaît rien. On connaît rien, les Norvégiens. J'ai essayé, OK, d'apprendre sur les Norvégiens. J'ai regardé un film norvégien récemment, OK, avec des sous-titres, parce qu'évidemment, je parle pas le norvégien. Et très drôle comme langue, hein. Ils font des très, très, très longues phrases pour véhiculer des très courtes idées. Tu sais, j'ai regardé le film, puis le gars est comme... Bonsoir. Tu sais, c'est comme... C'est quoi? Et là, j'ai compris pourquoi ils gagnaient juste des sports d'hiver. C'est à cause de ça. C'est en partie à cause de leur langue. Ça va trop vite, les sports ici, tu sais. Ici, par exemple, l'athlétisme, le 100 mètres. T'as déjà vu un Norvégien gagner au 100 mètres? Impossible. Ça va trop vite. Tu sais, ici, c'est ready, set, ta. Là-bas, c'est comme Treffenraum, Treffenraum, c'est sûr que le Norvégien, il vient ici, il peut pas gagner. Tu sais, il est là sur les starting blocks. Il est vrai. Il vient comme ready, set, ta. Run! Run! Hey, move c'est pour ça qu'ils, d'après moi, ils doivent créer leur sport. Les Norvégiens créent leur sport, c'est comme ça qu'ils peuvent gagner. C'est sûr qu'ils ont un comité qui va créer des sports. Ils proposent des sports qu'ils connaissent même pas. Ils inventent à fur et à mesure. D'après moi, c'est eux, ils ont une bande de Norvégiens qui débarquent. Ils prennent un verre. Ils sont complètement sous, en fait. Ils vont au comité olympique et ils proposent des sports. Puis le comité olympique, ça va. Ils acceptent. Ils arrivent là. Ils sont comme, bonjour, c'est nous, les Norvégiens. Et pour vrai, ils savent même pas ce qu'ils vont dire. Ils inventent à fur et à mesure. Ils sont comme ça. T'as Olaf, Heinrich et Ploup qui débarquent. Ils arrivent, ils vont voir le gars du comité olympique. Bonjour, c'est nous, les Norvégiens. Nous avons de nouveaux sports à vous proposer. Et le premier, Stephen Graffendorf-Lindgren avec le chocolat. OK. Le bobsleigh. C'est 4 hommes qui poussent un tube. Et après, ils montent dans le tube. Et le tube glisse dans une glissade. Et après, zout. Puis le comité est comme, ouais, non, c'est bon. C'est une idée de mon ami Olaf, le gars comme, je m'appelle Olaf. Mais le pire, c'est sûrement le saut en ski. Là, ils se sont vraiment foutus de la gueule. Comme, nous avons un dernier sport, c'est le saut en ski. C'est homme avec très long ski et petit bâton. Et non, pas bâton. Et il se met sur une montagne, et puis il glisse. Et puis après, il saute. Et après, il fait une petite sieste comme ça. Après, il se réveille. Oh, pas encore arrivé, snooze. Et finalement, atterrir. Yeah. Premier arrivé, médaille. Hey, merci beaucoup, c'était tout pour moi. Bonne fin de soirée. Et on garde cette belle énergie pour accueillir le prochain invité. Il est excellent, mesdames et messieurs. Faites un maximum de bruit pour Yacine Bellouz. Du bruit pour Mehdi Boussaïdan. Bonsoir aux Français dans la salle. Très content d'être là. Bonsoir aux Québécois aussi, les Québécois.
Très heureux. Je veux vous dire, je suis un gentil Français, les Québécois, d'accord? C'est très important, je suis un gentil Français, je suis un Français qui va bientôt repartir en France, d'accord? Nice Français. Mais je suis trop content de jouer ici. Je suis très très heureux de jouer à Montréal. C'est formidable parce que j'essaye de jouer partout où je peux dans le monde. Moi, je trouve ça formidable de faire des tournées, d'aller jouer dans d'autres pays, hors France. C'est merveilleux parce que je pense que l'humour, ça se partage. Je pense pas qu'il y ait un humour français séparé d'un humour québécois, séparé d'un humour anglais, séparé d'un humour chinois. Je pense qu'il y a un seul humour, l'humour des êtres humains. Voilà. Merci, bonne soirée, vous avez été super. Merci beaucoup, top, merci. Rappel, ok. Non, je pense qu'il y a un seul humour et que l'humour, c'est universel. Et j'ai une preuve pour ça, c'est que nous, les êtres humains, on est les seuls à faire des blagues sur la planète. On est la seule espèce à faire des blagues, ok? Les chats ne font pas de blagues entre eux. J'ai jamais vu un chat s'approcher d'un autre chat faire et l'autre chat faire... Coussinet. C'était une danse de chat. On est les seuls à faire ça et c'est magnifique. Je trouve que c'est beau, donc moi j'essaye de jouer partout où je peux. J'essaye même de jouer dans des pays en anglais, dans des pays anglophones, même si mon anglais n'est pas incroyable, je dois vous le dire, parce que moi j'ai appris l'anglais en France dans une école de zone d'éducation prioritaire, dans une ZEP. Les Français comprennent, mais pour les Québécois, c'est des écoles et c'est pas trop des écoles en même temps. Les professeurs avaient un peu peur de nous. Voilà. On va dire que leur priorité, c'était pas de nous apprendre des trucs, leur priorité, c'était de rentrer chez eux avec la même quantité d'organes internes qu'ils avaient le matin. C'était ça la priorité. Donc mon anglais n'était pas parfait. Pour aller jouer dans des pays anglophones, j'ai dû réapprendre l'anglais en regardant des films et des séries. J'écoute les dialogues et je compare avec les sous-titres en français en dessous. J'apprends du vocabulaire comme ça. Bon, je peux pas parler beaucoup de mes sentiments, de mes émotions, ok? Mais je sais braquer des banques. Ouais, hein? Je connais la phrase « Put the money in the bag, bitch ». Ce qui veut dire « Mettez l'argent dans le sac, s'il vous plaît, madame, vous serez bien aimable ». Souhaitant un excellent mercredi après-midi. Donc j'essaye vraiment de jouer partout. Et le premier endroit que j'ai fait en anglais, c'est Londres. J'ai été en Angleterre. Et vraiment, j'ai été étonné parce que c'est pas les choses de touristes qui m'ont plu. C'est pas Big Ben ou les bus rouges ou la Tamise qui m'a le plus plu à Londres. Ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que j'ai vu mon premier vrai renard vivant là-bas. Ok, d'accord. Donc les Québécois, vous avez l'habitude des renards. D'accord. Vous voyez plus de renards que de gens ici, je sais. Mais pour moi, c'est incroyable. Voir un renard, c'est dingue parce que moi, j'habite à Aubervilliers. Ok, il n'y a pas de renard à Aubervilliers. C'est dans la banlieue parisienne. Il n'y a pas de renard. C'était mon premier renard de toute ma vie. Ok. Et pour moi, les renards, c'est pas des animaux que tu peux croiser dans la rue. Pour moi, les renards, ça vit dans le monde de Narnia. D'accord. Normalement, ça parle. Ça dit « Ouh, je suis le renard magique de la forêt magique. » Vous dites « Oh mon Dieu, mais vous parlez humain, monsieur le renard ?» Oui, je parle humain dans 2 cas. Lorsque la forêt magique est en grand danger ou lorsque les humains ont pris beaucoup de drogue. La forêt magique est en grand danger. Non. Je suis défoncé? Bingo. Toi, t'es wouh, t'es complètement waouh, et pouf, il tombe. Vous voyez, parce que s'il fait ça, parce que c'est un renard, il a 4 pattes. Comme il a 4 pattes, s'il fait ce geste, il tombe, d'accord? Ouais. Pour des gens qui s'y connaissent bien en renard, vous vous y connaissez pas trop en renard. Le truc le plus difficile dans mon aventure que j'ai en ce moment, c'est de prendre l'avion. J'essaie de jouer partout. C'est difficile de prendre l'avion parce que j'ai peur de l'avion. Alors quand je dis j'ai peur de l'avion, j'ai peur du crash. J'ai peur de la mort. J'ai pas peur de l'air climatisé. J'ai peur que vraiment l'avion dise je suis un avion, je suis un avion, je suis un avion, ah, je suis un gros truc lourd qui tombe. D'accord? Et pour nous sécuriser, ils nous donnent une ceinture qui moi me sécurise pas du tout parce que c'est juste une demi-ceinture. C'est pas une vraie ceinture. Et c'est pas élastique ni rien du tout. C'est juste pour ça sécurise pas trop, je trouve. Parce que si on tombe du ciel, vraiment, si on tombe de au-dessus des oiseaux, personne dans l'avion va faire « Non !» J'ai eu peur.
Être rassuré par une ceinture de sécurité pendant un crash aérien, pour moi, c'est comme être rassuré au milieu d'un incendie en se disant « ça va, j'ai de la salive ». Merci. Merci. Vos applaudissements seront reversés à une association. Merci beaucoup. Donc ouais, je prends énormément l'avion et pour me rassurer, pour trouver une astuce pour plus avoir peur, j'ai utilisé une méthode qui marche très bien, c'est que j'ai écrit ma peur. Je vous la donne, c'est une méthode qui fonctionne. J'ai écrit ma peur du crash et après on se sent mieux, ça exorcise la peur. J'ai écrit une chanson qui raconte un crash aérien. Ça m'a permis d'aller mieux. Voilà. Et le même jour, j'étais inspiré, j'ai écrit une chanson qui parle d'une rencontre amoureuse. Et plutôt que de garder 2 chansons, j'ai décidé de mélanger les 2. Donc j'ai une chanson qui parle d'une rencontre amoureuse pendant un crash aérien. Et je vais vous la chanter ce soir. C'est mon fils, Adam. Merci, Adam. Merci beaucoup. Je suis très fier de toi. Il s'appelle pas Adam. Vous entendez ? Cette chanson s'appelle « Le crash de l'amour ». Oh. C'est peut-être parce que l'avion se crache ou parce que t'es la femme de ma vie, mais j'ai le cœur qui s'emballe. Peut-être parce que l'avion se crache ou parce que t'es la femme de ma vie. Moi je me dis qu'il se passe quelque chose de spécial entre toi et moi. Est-ce que tu le sens aussi? J'ai jamais dit ça à personne, mais tes cheveux sont très beaux quand ils brûlent. Et c'est peut-être le fait de penser à une mort imminente où l'amour met dans le ventre, j'ai des libellules qui virevoltent et le jaune du masque à oxygène se marie tellement au bleu de tes yeux que même au milieu de tous ces gens qui hurlent, j'ai l'impression qu'on n'est que tous les deux, qu'on est bien tous les deux, même quand le pilote est sorti avec un bras en moins en criant au secours, bébé. Peut-être parce que l'avion se crache ou parce que t'es la femme de ma vie, mais j'ai envie de te prendre la main, envie de te prendre la main. Peut-être parce que l'avion se crache ou parce que t'es la femme de ma vie. Moi je me dis pourquoi penser au lendemain. Toi et moi, on va mourir maintenant. Et je me sens flotter, ouais. C'est peut-être l'amour ou le fait qu'en chute libre, y a pas de gravité. J'ai le souffle coupé, bébé. Peut-être parce que t'es belle, peut-être parce que l'oxygène s'est échappé par le trou béant que l'explosion a provoqué quand le moteur droit de l'avion a éclaté, ce qui fait que l'appareil est complètement dépressurisé. Mais c'est peut-être aussi parce que t'es belle. Nous tombons du ciel en amour. Nous tombons super vite du ciel en amour. Hey. Peut-être parce que l'avion se crache, ouais. C'est peut-être ça le problème, mais je voulais que tu saches que je t'aime. Il est mort. Merci. Mesdames et messieurs, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements à Kian Kojandi. J'ai réalisé un truc récemment qui m'a un peu bouleversé. J'étais au restaurant avec des amis, on mangeait tranquillement, et d'un coup j'ai un ami qui se lève et qui part fumer une cigarette. Et je le vois partir seul, dehors, en plein hiver. Il fait très froid, il fait 5 degrés. C'est très froid à Paris. Il pleut, je le vois, il est là, il recroqueville ses épaules, il essaye de faire un parapluie avec ses épaules. Il a remonté ses épaules tellement haut, je suis sûr, il s'est dit, peut-être je suis une tortue.
Il sort sa cigarette, il la protège avec ses 3 doigts pour pas qu'elle soit mouillée, comme ça. Toi, Brad Pitt sans charisme. Il est là, il tremble. Et moi, je me lève, je m'approche de la vitre, je le vois et je me dis... Eh ben, il fait bien pitié, dis donc, hein. Faut que je le mette sur Instagram. Avec une petite story, bah dis donc, c'est beau l'addiction. Donc je sors mon téléphone portable et je vois que sur Instagram, j'ai 3 notifications. J'ai le chiffre 3 entouré en rouge. Et je sais pas pour vous, mais moi, à ce moment-là, faut que je sache. Donc j'ouvre Instagram et là, automatiquement, sur la page d'accueil, il y a une vidéo d'un chien qui se prend une vitre dans la gueule, qui se lance. Et j'éclate de rire. Voilà, la vidéo me fait éclater de rire. Je suis mort de rire. Enfin, je suis mort de rire comme on est mort de rire devant Internet, c'est-à-dire comme ça. Trop marrant. Et puis je continue à descendre en dessous, je vois une photo que j'aime bien, je like. Une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Pour moi, c'est pas du vrai amour. Je m'en fous, je like tout, je like tout, je like tout. Puis à un moment donné, je tombe sur une publicité pour des protections d'iPhone révolutionnaires. Et puis je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici, moi? Ah oui, c'est vrai, les notifications. Donc je vais dans les notifications et je vois qu'il y a des gens qui ont liké et commenté la photo de moi que j'ai postée le matin même. Et les gens disent que je suis beau gosse et ça fait plaisir. Ouais, parce que c'est pour cette raison que j'ai posté cette photo. Je me suis pas levé le matin en me disant, je crois que le monde a besoin d'une nouvelle photo de moi. Donc je suis très heureux. Autant avant, c'est pas du vrai amour, autant là, c'est du vrai amour. Donc je suis content, je vois, il y a des gens qui commentent, ah c'est super. Et puis à un moment donné, il y a toujours ce quota de gens qui postent les mêmes commentaires sous mes photos sur Instagram. Des gens qui me rappellent que je suis chauve. Au cas où j'ai oublié. Au cas où un jour je sors de l'eau comme ça. Une fois, il y a un gars, il a commenté « œuf !» Tout simplement. Même pas « bonjour monsieur, permettez-moi de dire, vous ressemblez à un œuf. » Non, « œuf !» Et il a mis l'emoji « œuf ». C'est-à-dire que le mec s'est dit « ah, il va pas comprendre. » Il est allé dans les emojis, il a regardé les bâtiments, les drapeaux, les fruits, les animaux. « œuf !» Et je comprends, pour lui, un chauve, c'est marrant, tu vois. Il voit un chauve, il fait « ah, c'est marrant !» Merci. Il sait pas que je suis devenu chauve. Il me voit pas, moi, à 23 ans, sous la douche, en train de perdre mes cheveux par poignée, en train de les voir partir avec ma confiance en moi, en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais devenir? Il apparaît un œuf! Je continue dans les notifications et je vois que là, à ce moment dans les notifications, il y a une fille qui m'a fait la technique des 3 likes. Alors qu'est-ce que la technique des 3 likes? Il s'agit de liker très, très rapidement 3 photos sur un profil pour apparaître 3 fois dans les notifications. C'est une manière tacite sur Instagram de dire « hey, remarque-moi ». Donc je remarque cette personne et je vois qu'elle est plutôt jolie sur sa miniature. Je me dis tiens, je vais aller sur son profil et regarder ses photos. J'ouvre son profil privé. À quoi bon? Je peux pas accéder aux photos. Mais Instagram est bien fait parce que juste en dessous, il te dit « pas de panique, Yann, je te suggère d'autres personnes qui sont susceptibles de t'intéresser. » Et en effet, il y a une fille que j'aime, que je trouve plutôt jolie, juste en dessous. J'ouvre son profil public, yes. Et je vois la fille, 25 ans, très jolie. Et je commence à regarder ses photos. Et je pars à la recherche d'une photo un peu croustillante. Tu vois ? Été 2017. Été 2015. Je commence à regarder, je remonte les photos de cette fille de 25 ans, je remonte dans le temps. Et plus je remonte dans le temps, plus je me rends compte que ce que je regarde à un moment donné, c'est plus très légal. Tu sais, moi, ce que je voulais, c'était la voir en maillot de bain, le début d'un sein, pas le sein à ses débuts. Donc vraiment, je suis un peu perturbé. Mais elle a 25 ans et j'ai envie de lui faire ma technique des 3 likes. Quand je dis ma technique, c'est un peu particulier parce que, en fait, j'ai un souci sur Instagram, c'est que moi, j'ai 200 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Et vous le savez, quand vous likez quelque chose sur Instagram, les gens qui vous suivent voient ce que vous likez. Si vous le saviez pas, de rien. Donc moi, j'ai potentiellement 200 000 personnes qui peuvent faire « ah bah dis donc, il se fait pas chier, crâne d'œuf ! Il a liké le début d'un sein !» Donc j'ai envie de lui faire ma technique des 3 likes. C'est-à-dire je like 3 photos où elle n'apparaît pas. Une paire de chaussures, un chiot, un granola. Done. Le plan est en marche. Voilà, c'est une technique que je vous donne. Si vous êtes un peu connu, vous pouvez faire ça. Ou si vous êtes en couple, ça marche aussi. Voilà. Mesdemoiselles, si vous êtes mec, like des granolas, posez-vous des questions. J'aime bien parce qu'il y a un peu de suspicion derrière ce rire. Ah bon? Mais je croyais que t'aimais les petits déjeuners.
Et à ce moment-là, je suis sur Instagram et il y a une story d'un ami qui apparaît et ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Et je me dis, tiens, j'ai envie de regarder cette story. Allez, une story, c'est quoi? C'est une vidéo de 10 secondes. Allez, je la regarde. J'ouvre la story, je vois mon pote en train de se filmer comme ça. Salut à tous. Ben voilà, ça fait longtemps que j'ai pas été sur Instagram. Ça tombe bien, j'ai un truc super important à vous dire. Alors là, et ça coupe. Je fais, ok, 10 secondes. Ça passe à la prochaine. Eh, ça a coupé. Eh ben, ça fait plaisir parce que j'ai un truc hyper important à vous dire, enfin plutôt deux choses, et ça recoupe. Je fais OK, et je vois que ça fait 1 minute qu'il l'a enregistré, donc il est encore en train d'enregistrer cette story, je ne saurai pas la fin de cette story. Ce qui fait que ça passe à une autre personne, et dans cette story, c'est une photo de moi en train de tenir un téléphone portable dans une sorte de restaurant. En fait, la photo a été prise depuis la table de mes potes. C'est mon pote fumeur qui a eu le temps de fumer, finir sa cigarette, revenir s'installer, me prendre en photo, le mettre en story, et il a mis en dessous une phrase « Eh, ça fait 10 minutes qu'il est comme ça, il fait pas trop pitié ?» Avec un sondage en dessous. Oui, non. J'ai répondu non, et puis je suis retourné m'asseoir. Et c'est là que j'ai compris un truc qui m'a bouleversé. C'est qu'on dit souvent que l'addiction aux réseaux sociaux, elle n'est pas très grave parce qu'elle ne porte pas atteinte à ta santé. Contrairement à l'addiction à la cigarette, où les fumeurs perdent 10 ans de leur vie. Ils devaient vivre 80 ans et ils vivent jusqu'à 70 ans. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que tu perds 10 ans de ta vie, mais pendant ta vie. Mon Dieu, il a raison. Et c'est pas 10 ans de ta vie à la fin de ta vie, de 70 à 80 ans, où tu es en pantoufle devant une série allemande et une verveine. Non. C'est 10 ans de ta vie maintenant qu'on perd. C'est quand on a 20 ans, quand on a 30 ans. C'est des couchers de soleil, des conversations avec des amis. C'est des moments clés, des souvenirs qu'on perd. Donc c'est pour ça que je vous propose tous un truc, c'est qu'on se lève, qu'on aille chez Instagram et qu'on brûle leur siège et qu'on le mette en story. J'ai fait le sondage en France, j'aimerais le faire ici à Montréal. Qui ici, levez la main, se sent addict à son téléphone portable? Allez-y, levez la main. Il y en a de plus en plus, c'est assez effrayant. Les gens qui ne levaient pas la main, vous avez vraiment une réaction de gens addicts, c'est-à-dire le déni. Vous savez que Apple bientôt va sortir des outils pour nous aider à limiter notre consommation de réseaux sociaux. Bientôt on pourra dire 1 heure d'Instagram par jour. Merci Apple, c'est gentil Apple, bravo Apple. Je sais, on peut pas penser que c'est très sympa, mais je pense que c'est très cynique parce que ces gens-là savent très très bien ce qu'ils font et bien plus longtemps que nous. Je pense qu'il y a eu un dilemme chez Apple. Un des grands patrons d'Apple qui était là, genre, en train de fumer sa cigarette, en train de dire « Putain, les gens sont accros à nos produits. Ah !» D'un côté, on gagne des millions, mais de l'autre côté, si on les prévient pas, on va passer pour des bâtards. Ouais, mais si on les prévient, ils vont arrêter. Et ça, c'est un problème. Putain. Écrase la cigarette. Putain. Très vulgaire chez Apple. Putain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a sorti son paquet de cigarettes. Il y avait marqué « Attention, fumez-tu ». Il a sorti une cigarette, il l'a allumée. Il s'est dit « Ah, vous savez quoi, on va les prévenir. Ils vont jamais arrêter et on s'en bat les couilles. » C'est pour ça que maintenant, je suis devant vous ce soir et je peux dire bonsoir à tous. Je m'appelle Kian Kojandi, je suis addict et je sais pas ce que je vais devenir à part un œuf. Bonne soirée. Merci de garder la même chaleur pour la prochaine, mesdames et messieurs. Maud Landry. Wow! Salut, ça va? Salut les Québécois, salut les Français. Moi, je suis québécoise. C'est quelque chose que je tiens à préciser quand je joue devant des Français. Pour ceux qui se demandaient si c'était un accent ou un retard mental, c'est un accent. Cool. Yeah. Vous êtes en forme? Oui! Très cool. C'est important d'être en forme aujourd'hui, hein? Moi, j'ai réalisé récemment que j'étais pas en forme parce que des fois, je suis assis et j'ai envie de m'asseoir. Ça vous arrive? Vous êtes pas en forme, ça. Pas en forme, non. C'est pas facile, la vie, hein? Pas facile de trouver un cadeau pour quelqu'un parce que souvent, il y a vraiment une petite différence entre une bonne idée de cadeau et une mauvaise idée de cadeau. C'est une bonne idée de cadeau, une paire de billets pour aller voir Mesmer, l'hypnotiseur. Mauvaise idée de cadeau, un billet pour aller voir Mesmer, l'hypnotiseur. Personne veut y aller tout seul, se faire hypnotiser, hein? Comment ça a été le show, Vincent? Je sais pas.
Mes doigts étaient collés, puis à un moment donné, le show était fini. Et où mon porte-monnaie? C'est ça, mauvaise idée de cadeau. Attention. On me dit souvent que j'ai de la chance parce que je suis née avec les cheveux blonds et les yeux bleus. Donc, selon Adolf Hitler, je correspondais à la race supérieure, à la race aryenne. J'ai tout ce qu'il faut. Je fais partie des bons aryens. Mais je sais pas... je sais pas où Hitler a pris ça, mais il disait n'importe quoi parce que c'est pas vrai. Hein? Les blonds yeux bleus, on n'est pas supérieur. On est à un chromosome d'être des roux, c'est pas fort, ça. On a la peau sensible. Je passe 10 minutes au soleil puis je perds connaissance. Je peux pas dominer le monde. Surtout l'été à midi. J'ai presque pas de cils, j'ai pas de sourcils, je dois les dessiner. Il faut que je les dessine, sinon personne ne sait que je suis en colère. Donc c'est pas vrai, on n'est pas supérieur. Je trouve que souvent on dit des choses qui sont pas vraies, mais on continue de les dire parce que tout le monde les dit, mais c'est pas vrai. Ouais, mais on dit souvent c'est sexy les hommes en uniforme. C'est pas toujours vrai. Les facteurs, les mascottes, les nazis, c'est pas toujours vrai. Non. Mais un pompier, c'est sexy. Mais c'est pas à cause de son uniforme, parce que dans son uniforme, le pompier a surtout l'air d'un gros bonhomme Lego. Hein? Mais c'est quand il enlève son uniforme dans les calendriers que c'est sexy. Vous savez pourquoi? Parce que c'est rassurant. Ça veut dire qu'il n'y a pas le feu. C'est ça. C'est ça qui est excitant, c'est la sécurité. Moi, j'aime ça être en sécurité, mais je me sens jamais vraiment en sécurité, même chez moi. J'habite dans un appartement de rez-de-chaussée. Puis juste devant chez moi, j'ai une clôture. Elle est haute comme ça. Et quand je m'en vais, je ferme la porte puis je mets le loquet. Ça fait bizarre de se sentir à l'abri de seulement quelques catégories de voleurs. Il y a les tout petits voleurs et les voleurs qui n'ont pas de genoux. C'est tout. Vous savez, moi, mon plus grand rêve dans la vie, juste après celui d'avoir un majordome, ce serait de me marier avec un gars qui est dans la CIA. Parce que quand tu es dans la CIA, c'est interdit de divulguer des informations sur ton travail. Alors, mon mari rentrerait de travailler, je lui dirais « Puis, comment ça a été ta journée, chérie? » Il dirait « Je peux pas en parler. » Alors, je dirais « OK. » Moi? Je fais plein de choses. Oui. Oui, j'ai enfin toute l'attention que je mérite. Yeah! Ça, c'est mon genre de mec. Ouais. Sinon, c'était mon anniversaire récemment, 5 décembre. Merci. Merci. Ah, merci. C'est ma journée préférée dans l'année, mon anniversaire. Les jours que j'aime moins, c'est les jours un petit peu après mon anniversaire. Parce que je suis mal à l'aise avec le bon anniversaire en retard. Pas seulement parce que c'est trop tard, mais parce que ça veut rien dire, bon anniversaire en retard. Bon anniversaire en retard. On peut souhaiter ça à n'importe qui, c'est pas son anniversaire aujourd'hui, puis ça marche. 17 octobre, bon anniversaire en retard. Merci. Ça fait pas plaisir. Tu peux pas souhaiter dans le passé que mon anniversaire se soit bien passé dans le passé, ça change rien à comment ça s'est passé. Je trouve que dire bon anniversaire en retard, c'est comme si t'écrivais sur la pierre tombale d'un soldat mort « Bon courage à la guerre ». Reviens-nous en un morceau. Allez le dire avant, il est mort. Puis avant de mourir, les gens ont tendance à dire « je t'aime » à ceux qu'ils aiment. Ça, c'est mignon, mais ça aussi, ça sert à rien. Ceux que t'aimes savent déjà que tu les aimes. Moi, j'aimerais ça dire à ceux que je déteste que je les déteste. Vous savez, quelqu'un de chiant, avec qui t'as toujours été gentil parce que t'es bien élevé, mais il est chiant. Mon plan, c'est sur mon lit de mort, quand tout le monde va m'écouter dire mes dernières paroles, je vais faire « Hey, toi, viens ici. Je t'ai toujours détesté. » Il va pas comprendre pourquoi. Il va essayer de se justifier. « Comment ça, Maude? Pourquoi tu me détestes? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi? » Et là, je vais dire « Parce que... » Viens, toi. Ça t'apprendra. Vous aimez ça, jouer des tours aux gens? Oui, moi aussi, j'aime bien jouer des tours à mes amis et aux gens en général. Et il y a un tour que j'ai inventé, vous l'essayerez, ça fonctionne toujours, OK? Tu prends un bout de papier, dessus t'écris « Je sais où t'habites ».
Tu mets ça dans une boîte aux lettres et t'attends dans la voiture. Chaque fois, la personne sort, elle lit ça, elle a peur. Là, je sais pas pourquoi t'as peur, c'est sûr que t'habites là, c'est ta boîte aux lettres! Ça fonctionne avec toutes les boîtes aux lettres. Je trouve ça dommage que le mot caca, ça s'écrive pas avec des C cédilles. Parce qu'avec des cédilles, les C auraient l'air de faire caca. Ça ferait plus de sens. Avez-vous mangé aujourd'hui? Bon appétit en retard. Oh! Alors. Vous savez, moi, ça me rend mal à l'aise, les tout petits enfants qui portent des lunettes. Pourquoi tu portes des lunettes? Tu sais pas lire. En même temps, je me dis, l'opticien, il a fait son job. Il a dit, Oscar, peux-tu lire la lettre en avant? Non. T'as besoin de lunettes. C'est logique. Parlant d'enfants, il y a des parents dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants? Ah oui, OK, cool. C'est ce que je croyais. Ces gens-là, ils s'applaudissent toujours. Bravo. Bravo. Non, bravo d'avoir des enfants. C'est vraiment, ça prend du courage. Vous êtes forts. Ça prend du courage. Ça fait peur avoir des enfants. On sait pas de quoi on va accoucher. C'est une surprise. Moi, j'ai peur. J'ai peur d'avoir des enfants parce que j'ai peur d'avoir un enfant nain. Je m'explique. J'adore les nains. J'adorerais avoir un enfant nain. Mais je me suis toujours demandé, en tant que parent, quand tu as un enfant nain, c'est à quel âge que tu lui dis? Parce qu'un beau jour, un maternel commence tranquillement à se faire dépasser par les événements, là, il doit le savoir. Je fais quoi? Est-ce que j'attends qu'il me demande « Maman, quand je vais être grand? » Non. Écoute, Chucky. Tu grandiras plus jamais. T'es déjà grand. C'est triste. Il va avoir de la peine, il va avoir du chagrin. Je sais pas comment consoler un enfant nain. Un enfant gros, c'est facile. Veux-tu une poutine? C'est réglé. Il est content, t'as fait sa journée. Mais un enfant nain... Veux-tu des talons hauts? On dit pas ça. Veux-tu regarder le film de Blanche-Neige? Ça, c'est méchant. Moi, je lui dirais avec plein d'amour, je lui dirais... Écoute, Chucky, t'inquiète pas. Toi aussi, tu vas devenir un adulte. Mais seulement ta tête et ton cul. Puis... Chucky, tu peux sortir tard ce soir. Je vais te laisser la clôture déverrouillée. Merci tout le monde. Vous êtes formidables. Formidables. Merci infiniment. Gardez vos applaudissements pour la prochaine. Je l'aime énormément. Elle est trop marrante. Mesdames et messieurs, Shirley Soignon! Hello Montréal, ça va? Yes. C'est pas évident d'être humoriste, hein. Et d'avoir ses règles, pardon, c'est la fin de la phrase. C'est ce qui m'arrive depuis ce matin, mon pote. Donc contrairement aux autres, je suis pas content d'être là. Non, j'ai envie d'être chez moi. Parce qu'on dit, les filles, on dit souvent les règles, ça dure une semaine. C'est n'importe quoi, ça dure 3 semaines. Parce que t'as la semaine d'avant où t'as envie de mourir, la semaine où tu meurs, la semaine où tu ressuscites. Il nous reste 1 semaine dans le mois, c'est ça qui se passe en fait, hein. Donc si je suis pas drôle, c'est pas moi, c'est mes règles, ok? Faut qu'on parle des règles, faut qu'on en parle plus, on n'en parle pas assez. Je crois que c'est à cause du mot règle. Il est pas beau, les règles, les menstrues. Même le mot sida est plus cool, c'est pas normal. On devrait échanger, c'est ma proposition. Je sais pas, tous les mois, j'ai une copine qui oublie qu'elle va avoir ses règles. Tous les mois, elle m'appelle en disant « Je sais pas ce que j'ai, tout le monde me casse les couilles, putain, j'ai envie de casser des gueules !» Tu vas avoir tes règles. Ah ouais, merde. On est des poissons rouges, on oublie tous les mois, je sais pas pourquoi. Parce que c'est douloureux, ça nous fait tellement mal, c'est horrible. Tu sais que dans le monde, quand même, il y a des gens, en Iran, on pense que les règles, c'est une maladie. On en est là, quoi. Et j'ai appris au Japon que les femmes pouvaient pas être chef cuistot, pouvaient pas faire de sushi, parce que selon les hommes, on n'a pas le sens du goût quand on a nos règles. C'est débile ou pas? Comment ils pensent qu'on fait la cuisine, les gars? Mais tout a un goût de règle, bordel! Enfin, je ne comprends pas. J'avais dit bien cuit. Complètement con. Ah, je suis énervé, j'ai mes règles. J'ai envie de te taper pour aucune raison. Non, mais les filles, on nous apprend pas. Il y a plein de trucs qu'on sait pas. Genre le gynéco, on doit apprendre ça un jour dans notre vie, ça arrive et hop, faut qu'on se démerde avec ça. Le gynéco, j'ai vu un nouveau gynéco. C'est ce qu'il m'a fait. J'étais allongé sur la table comme ça, les jambes écartées. Il met son gant, il me fait attention, j'arrive.
Et il était déjà là. Il était clairement déjà là. C'est même pas français ce que t'as fait, mon pote. Chauffe-moi avant, je sais pas, danse quelque chose, hein, j'arrive. Qui c'est qui va jouer à la marionnette? Des trucs, tu marrant, non? C'est tellement violent, tu passes d'enfant, on te donne une sucette quand tu vas chez le docteur avec un pansement girafe à j'arrive. La violence, quoi. Il y a une ex qui voulait que je l'amène chez le gynéco tout le temps, elle aimait pas ça, aller chez le gynéco. Première fois qu'elle m'a dit ça, j'ai dit ok, cool, pas de problème. Puis après, je me suis dit, ça va être bizarre, je vais voir ma meuf se faire toucher par un gars pendant quelques minutes, ça va être très bizarre. Et c'était bizarre, effectivement. Toi, elle était allongée sur la table, donc, et il fallait qu'elle écarte les jambes, mais elle aime pas ça, du coup, elle les fermait, et le gynéco les ouvrait. Elle les fermait, il les ouvrait. Donc j'ai dû intervenir, j'ai dit, laisse-toi faire, bébé, ça va aller. Laisse le monsieur te doigter, comme ça on y va, s'il te plaît. C'était gênant, après elle est partie s'habiller dans la cabine, tu vois, et je suis resté avec le gynéco en face de moi, et je savais pas quoi lui dire. Du coup, je disais, alors, elle est bien ou pas? C'était gênant, on savait pas quoi se dire, et ma copine est dans la cabine. Je comprends pas l'idée d'aller se rhabiller dans une cabine, pourquoi? C'est bizarre, on est d'accord, il vient de voir dans ta chatte, bordel. Qu'est-ce que tu cherches dans la cabine? Ta dignité? Oh, j'avais quelque chose, je suis venue avec une âme, je comprends. Ah, content d'être à Montréal, contente. Vous avez de la chance à Montréal, parce que ça va être légalisé la weed, putain. Oh là là. Moi, je suis venu pour ça, hein. Je pensais que c'était légalisé cet été, donc j'ai dit oui à Kian pour faire le gala, mais ils ont repoussé à octobre, donc bonne soirée à vous, merci. Je suis dégoûté. Et en France, c'est pas du tout légal, donc il nous arrive des fois des problèmes avec la police. Ah, je me suis fait arrêter par la police il y a pas longtemps à cause de la weed. Faut jamais dire jamais, ok? Parce que j'avais dit à une copine, jamais je me suis fait arrêter par la police pour de la weed, jamais. Et le lendemain matin, je me suis fait arrêter pour de la weed. Je vous explique, j'allais prendre le train, ok, pour aller écrire à la campagne, et j'étais en retard, 5 minutes. J'avais 5 minutes pour prendre le train, et je marche. J'étais foncé, j'avais fumé, je vous cache pas, à 9h du matin, c'est ma vie, ok? Me jugez pas. Et je marche pour prendre mon train, et là je vois un chien sur le quai, pas de laisse et tout. Alors je sais pas si c'est parce que je suis défoncé, mais j'ai un eye contact avec le chien. Il y a un truc qui se passe entre nous. Il me regarde, je sens qu'il me parle, il me fait franchement viens pas. Ça va être chaud, je vais être obligé de te vendre, je vais faire mon taf, ne viens pas. Et moi je lui dis ouais mais je suis en retard, il faut que je vienne mon frère. Donc je viens à son niveau, et là il me renifle. Il fait... Et la police se retourne tout de suite, et elle me dit vous savez pourquoi on vous arrête? Et je joue l'honnêteté, je fais oui c'est parce que je viens de fumer un joint en fait. Hein. Ah c'est pour ça? Ouais c'est pour ça, allez merci, au revoir. Je pensais que ça marcherait, ils m'ont fait bah non, on va vous arrêter en fait, parce qu'il faut fouiller vos affaires maintenant. Je dis ah merde putain, 4 minutes pour prendre mon train, 4 minutes. Et là, ils commencent à fouiller ma valise, okay, mais la weed est dans mon sac. Du coup, moi je suis là, ça passe. Ils sont froids, c'est froid, c'est froid, 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 froid. Froid, froid. Je suis défoncé, je vous rappelle, je suis défoncé. Et elle fouille le sac, la policière, et la valise, pardon, et elle me regarde, tu vois. Et elle me dit ah je vous reconnais, vous êtes la comique, super marrante, mais on n'est pas là pour rigoler, hein. Tu connais le coup de pression des policiers qui a aucun sens, que quand t'es défoncé, ça ne marche pas, t'es là. Donc elle continue de fouiller la valise et tout. Et l'autre policière me demande, vous êtes sûr que vous avez rien sur vous? Et je veux pas mentir, mais je veux pas dire la vérité. Du coup, je fais le ni oui ni non. Peut-être. Fouillez-moi, froid. Et l'autre continue de fouiller et elle insiste. Elle me dit, vous êtes sûr que vous avez rien? Comme ça, on vous laisse partir et tout. Et je dis, ah putain, il me reste 3 minutes pour le train. Allez, prenez ma weed, voilà. Et allez, au revoir. Et ils me font, bah non, faut qu'on mette une amende maintenant. Je fais, ah putain, combien c'est vite que je puisse partir? Et ils me font, attendez, on va réfléchir d'abord au prix. On est au souk à Marrakech, quoi, carrément. Et donc, il y a 4 policiers qui se réunissent. Genre début d'un match. Alors, toi, tu vas parler à nous. Alors, cri de guerre. Ouais, police! Alors, attendez. Là, ce qui se passe, c'est qu'ils se retournent et la policière me dit bon, on vous met pas d'amende, mais c'est pas parce que vous passez à la télé, hein. Bah, c'est pourquoi alors, exactement? Je veux dire, c'est parce que je suis noire, c'est ça? J'imagine que non, on est en France, pas du tout. C'est clairement parce que je passe à la télé, ok? Et ça m'a rappelé une phrase qu'une fille m'avait dit avant que je couche avec elle. Elle m'a dit c'est pas parce que tu passes à la télé. Hein. Ouais, du coup, ça m'a rappelé cette phrase, donc j'ai doigté la policière, c'est ça que j'ai fait. Des bons souvenirs. J'ai dit, oh, on peut pas faire de sushi aujourd'hui, toi, hein? Évidemment, j'ai pas fait ça, évidemment, non. Parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Non, j'ai pas fait ça. Donc, ils m'ont laissé partir et j'étais trop content, je partais vite comme ça à mon train. Et je monte dans le train et ils me disent, attendez, vous devez regarder la destruction du matériel.
Je suis défoncé, j'ai de la destruction du matériel. J'imaginais que ça allait faire un truc de ouf. Mettre la weed dans une boîte, accrocher un fil, une dynamite et faire... C'était pas ça du tout. Ils ont vu un vieux gel à main, genre... qui a glissé dans le pochon. Moi, j'étais foncé. Dégoûté, ça m'a dégoûté. Le train s'est fermé comme ça. J'ai eu envie d'arrêter la weed. Pendant 10 minutes. Alors, d'ailleurs, je parle de weed et j'ai des locks, mais je suis pas rasta, hein, d'accord? Là, parce que souvent les gens pensent que c'est une religion, les rastas. Vous étiez au courant ou pas? Ouais, 2 personnes, merci beaucoup. Souvent les gens pensent que les rastas, c'est des gens qui sont pieds nus en faisant du diabolo. C'est une vraie religion. Et c'est gênant parce que des fois, il y a des rastas qui m'arrêtent dans la rue, je sais pas quoi leur dire. Le seul point que j'ai en commun avec eux, c'est la weed, en fait. On n'a vraiment pas de point en commun, sinon. Ils m'arrêtent des fois, ils me font « Hey, Ja! Bless !» Moi, je réponds « Hey !» Je veux pas être impoli, donc je fais un son. Mais j'ai aucun rapport avec eux, vraiment. J'aurais pu être rasta parce que j'aime beaucoup leurs valeurs en fait. T'sais, ils mangent pas de viande, ils respectent la nature, ils fument des joints, c'est génial. Mais après j'ai vraiment appris qu'il y avait beaucoup d'homophobes. Et je suis dégoûté parce que j'ai appris qu'ils prônaient l'homophobie dans leurs paroles de dancehall, dans le raga dancehall. Tous les rastas sont pas homophobes. Hein. Mais il y a un groupuscule qui est parti en vrille, comme toutes les religions. Ça part d'un bon sentiment et après ça part en couille. Et donc il y en a qui ont commencé à partir en couille, ils ont commencé à prôner l'homophobie dans le dancehall. Et je suis dégoûté parce que toute mon adolescence, j'ai écouté du dancehall. Mais comme c'était en anglais, j'ai pas compris les paroles. Car je suis française. Ça veut dire que je me suis fait insulter par ma chaîne IFI toute mon adolescence. Je sais pas si tu captes le délire. Je t'imagine, je devais danser pour aller à l'école. C'est ça que je faisais. J'écoutais du dancehall pour aller à l'école. Je me préparais. Ils devaient m'insulter, genre à la belle lesbienne, à la benne. Et moi, je devais être là, pull up. On va brûler des PD. Aïe. Et puis vraiment, je comprends pas le délire, quoi. C'est quoi le délire de passer des messages de haine en frottant des culs? C'est comme si les nazis avaient inventé le zouk, ça va pas ensemble. Personne veut entendre du zouk nazi. Quoique le mot est marrant quand même, zouk nazi. Moi j'ai un pote, il me dit j'ai zouk nazi, je fais mais play frère, discret. On est entre nous. Là t'entends un truc de fou, genre... Tous dans le train collés serrés. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Vous êtes formidables. Gardez vos applaudissements pour mon pote du Québec, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Bonsoir. Alors, je vais répondre à la question. Je m'appelle véritablement Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. OK, merci de votre compassion. Non, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, on me pose toujours la même question par rapport à mon nom. Pourquoi le Audrey dans Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques? Et la réponse est simple, c'est que moi, mon père est né en Algérie et ma mère est d'origine autochtone. Et donc, traditionnellement, dans la culture, quand le premier enfant est un gars et qu'il naît un jour père par soir de pleine lune, l'esprit... Il était sous, OK? Moi, j'ai pas un nom, j'ai une pub contre l'alcool. T'sais, voyez les ravages de la boisson. Accident d'auto, cirrhose du foie, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Mais j'aime mon nom, parce que Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, on se le cachera pas, c'est un nom qui fait bad boy, hein? Oh là là! Surtout la portion Philippe Audrey, hein, parce que Philippe, ça vient du grec ancien qui veut dire philos hippos, c'est-à-dire celui qui aime les chevaux. Mais ça, je vous apprends rien, on l'a tous vu dans nos cours de grec ancien, n'est-ce pas? Ephraisto polyolympié! OK, ben Audrey, ça, c'est de l'ancien français qui veut dire au roi, vous voyez, Auré, au roi. Et c'était le nom qu'on donnait aux filles que le roi choisissait pour agrémenter ses nuits. Et donc, quand on fait la somme des deux noms, Philippe Audrey, ça donne le nom d'une puzzophile. Ça, c'est bad boy. Mais j'aime mon nom parce que mais faut le faire, hein. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Dans le même nom, t'as une adresse et une ambiguïté sexuelle. C'est compliqué. C'est pour ça que moi, si j'avais un fils, je l'appellerais Kevin.
Parce que c'est simple, parce que c'est viril, mais surtout parce que j'ai pas les moyens de lui payer l'université. Est-ce qu'il y a un Kevin ce soir? OK, on est en gens éduqués. Parfait. Mais une autre question comme ça, est-ce que par applaudissement, il y a des Français ce soir? Ouais! Ouais, champion du monde! C'est devenu ça. Champion du monde! C'est ça, c'est comme les chiens de Pavlov. Tu dis ça, ils réagissent tout de suite. À la douane, ils demandent plus passeport, papier, ils font juste dire champion du monde! Bienvenue à la maison, direct. Mais il y a des clichés par rapport aux Français. D'abord, moi, je vais souvent à Paris. J'adore la France. On dit souvent, d'ailleurs, que je colle parfaitement à Paris. Mais je sais jamais si c'est parce que j'ai une classe et un raffinement intemporel ou parce que je sens la piste puis je laisse traîner de la merde partout. Je sais jamais. Puis il y a comme tout le temps des préjugés par rapport aux Français, comme quoi, par exemple, les Français ne s'intéressent pas au Québec, au Canada. Et rien n'est plus faux, parce que moi, à chaque fois que je vais à Paris, à tous les jours, on me pose des questions sur le Québec. À tous les jours. C'est souvent la même. C'est tout le temps, vous avez argent. Puis là, à chaque fois, moi, je dis, oui, au Québec, on a une économie forte basée sur les ressources naturelles. Par contre, j'ai pas de café pour mettre dans votre gobelet, monsieur. Il y a beaucoup de... Juste, je veux pas faire le gars qui dit comment ça marche en France, mais il y a beaucoup d'amateurs de café dans les métros. Faudrait peut-être penser à mettre des baristas, hein? Je vous dis ça comme ça. Puis l'autre cliché, c'est que les Français sont pas polis, sont pas accueillants. Puis ça non plus, c'est pas vrai. C'est que juste qu'au Québec, nous, on est accueillants, on est gentils quand... Par exemple, quelqu'un arrive chez nous, on dit ben ça va, est-ce que t'es bien, est-ce que je peux t'aider, fais comme chez toi. Tu sais, c'est à ce moment-là. En France, c'est juste à un autre moment. Tu sais, par exemple, coupe la file à la caisse. Tu vas entendre les mêmes questions. Ça va, ouais, je peux t'aider, t'es bien, ouais. Ah ben ouais, fais comme chez toi, ben ouais. C'est des différences culturelles, hein. Ouais. Non, mais ça me fait du bien d'entendre vos rires parce que récemment, je vis une période trouble. C'est que mon amoureuse a décidé de s'autoproclamer ex. Et donc, je vis... Il y en a qui appellent ça une peine d'amour. Moi, j'appelle ça un mercredi comme un autre. Et c'est arrivé il y a quelques mois. Et donc, pour vivre cette étape-là, j'ai décidé de faire un voyage en Italie. D'accord? Et franchement... C'est pas l'idée du siècle d'aller noyer sa peine d'amour dans le pays le plus romantique de la planète, hein? Ça, c'est comme aller dans un Club Med pour en apprendre sur le raffinement intellectuel et les bonnes manières. T'es pas au zénith de la classe quand t'entends la phrase « Hey, les gars, j'ai chié dans le sable! » Mais moi, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai décidé d'aller à Venise, tout seul, en peine d'amour. Parce que je me suis dit « Je vais dompter l'amour. » Bon, je sais pas si j'ai dompté l'amour, mais ce que je sais... c'est que c'est loser en esti un gars tout seul dans une gondole. Oh là là! Oh là 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 là! Puis en plus, moi, j'ai décidé d'aller au régime en Italie, tu sais, pour regagner un peu de poids, là, c'est-à-dire être mieux dans ma peau. Puis ça avec, hein? Faire un régime en Italie, c'est comme aller en camping et ne pas boire. Tu sais, c'est... D'ailleurs, camping, c'est un mot anglais qui signifie à l'origine holocauste du foie. D'accord? Et là, je vois ton regard. Excuse-moi, c'est quoi ton nom? Pardon? Vanessa? Je vois ton regard, Vanessa, comme intriguée, l'air de dire « Oh, mais raconte-moi les carnets de tes voyages. Oh, toi, sorte de Marco Polo contemporain. Bête de sexualité. » Bon, d'abord, en ce qui concerne la bête de sexualité, Vanessa, tu sais que, contrairement à ce qu'on dit souvent, là, je suis pas un sultan de la chatte. Moi, la dernière fois que j'ai été dans une relation sexuelle saine et complète, c'est à ma conception. Parce que j'entretiens le même rapport à la sexualité qu'un Éthiopien à la nourriture. C'est-à-dire que je peux y avoir accès, mais seulement à travers des programmes d'entraide internationale.
Et pour répondre à la deuxième question sur mon voyage, écoute, j'étais un gars célibataire, seul, en Italie, peiné comme jamais, OK? Je veux dire, je suis pas fier de le dire, mais j'étais, là, mais déchaîné, OK? Dans toutes les villes, à tous les jours, du matin au soir, ça n'arrêtait jamais. Là, c'était comme bang, 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 OK? Je veux dire, c'était dangereux, là. Des fois, il y avait de la sécurité qui intervenait. Je veux dire, que tu vois, là, l'idée, là, j'étais comme ça. Je veux dire, j'étais, mais bestial dans les musées, OK? Vous attendiez-vous vraiment quelque chose de trash avec mon petit look de figurant dans Titanic? Je veux dire, moi, mes parents, c'est des historiens de l'art. Autrement dit, je suis né dans les musées, d'accord? Moi, j'ai été forgé à même l'ennui, là. Moi, j'ai pas connu le plaisir. J'ai pas connu le plaisir, d'accord? Et la chose qui m'a le plus impressionné en Italie, c'est la ville de Pompéi. Incroyable, cette ville-là, quand on y pense. C'est une ville qui a subi une éruption volcanique, qui a des tremblements de terre, qui a été ensevelie pendant des millénaires, qui a été déterrée, qui a été pillée et qui, depuis des siècles, est un point de convergence touristique où des millions de touristes de partout à travers le monde marchent dans la ville et tu es en contact direct avec l'histoire. Puis, tu sais, pendant que tu es là, c'est ultra touchant parce que tu penses à tous ces événements-là. Et malgré tout ça, les rues sont en meilleur état qu'à Montréal. Ça m'a beaucoup troublé, mon rapport à la civilisation romaine, parce que je me suis demandé comment une civilisation si riche, si forte, si puissante a pu disparaître assez rapidement quand même. Puis là, je vois ton regard inquisiteur, Vanessa, tu me dis « Excuse-moi, mais d'un point de vue anthropologique, il n'y a jamais eu de consensus académique autour de l'extinction des... » oh. Vanessa, hein, on est en humour en ce moment. Donc, les préceptes anthropologiques de Francis Fukuyama, là, c'est pas le temps. Moi, j'y ai dit, hein, le ping de même, là. Je suis un leader. Cela dit, si ça peut te rassurer, j'ai lu Montesquieu. Puis ça, quand je dis j'ai lu Montesquieu, ça veut dire que j'ai pas fourré. Puis j'ai pas fourré avec beaucoup de sérieux. Parce que Montesquieu a écrit un livre qui explique pourquoi les Romains sont morts, en fait. Et une des raisons, en fait, c'est qu'il dit les Romains ont confié le pouvoir aux mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. Et c'est là où j'ai fait « Oh, qu'on est en fin de civilisation, nous aussi, hein? » Parce que tout de suite, on pense à l'échelle mondiale, on pense à Donald Trump qui a été élu. On ne sait pas pourquoi il a été élu. Lui, hein? Les gens qui votaient pour lui, ils disaient quoi à la TV? Ils disaient, ben, il est comme moi, lui. C'est pas un politicien, il est comme moi. Je le comprends, il est comme moi. Ah oui, il est comme toi. Donc toi, tu es un milliardaire marié à une mannequin, c'est ça? Ben, ça serait bien que tu en parles à ton absence dedans, puis ta femme cousine, on sait pas trop. Là, finalement... Mais ça, c'est à l'échelle mondiale, mais à l'échelle microscopique aussi, on donne le pouvoir aux mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. Parce que moi, quand je suis revenu d'Italie, j'ai pris un banc à côté de la sortie de secours, d'accord, parce que j'ai des longues jambes, Vanessa. Et ce que je savais pas, c'est quand tu es assis à cette place-là, avant le décollage, l'hôtesse de l'air vient te voir pour t'expliquer que, ben, en cas de crash, c'est toi qui vas être le responsable de l'évacuation d'urgence. C'est à quoi je réponds, oh, madame, ça, c'est mettre beaucoup de pression, hein? Parce que moi, en autobus, aussitôt que je sens une bosse, je suis le premier à crier « OK, c'est chacun pour soi! » Je vais pas être efficace en crash d'avion. Et là, elle me dit « Ben non, franchement, tu vas voir, c'est super simple, OK? Tu vois la porte, il y a une manivelle, t'as qu'à faire 1, 2, 3, tire, pouce. Simple comme ça. » Je fais « Ouais, simple comme ça, c'est quand même beaucoup d'étapes pour un avion en feu, hein? » Elle me dit « Quand la porte va s'ouvrir, tu vas voir, il y a un bouton. » Bon, il est un peu difficile à trouver. Là, je fais « Quoi? » Et moi, dans ma tête, un processus d'urgence en avion, tu devrais juste faire pff, comme ça, puis là, t'as un deuxième avion paré à décoller direct. Puis là, il m'explique que non, ça va gonfler un radeau à la place. Oh, quel soulagement. Et là, elle dit, c'est important que tu t'assures que tout le monde enlève leurs talons hauts avant de rentrer dans le radeau, parce que ça peut crever le radeau. Là, tu te dis, bon, premièrement, c'est quoi ce radeau bipolaire-là qui résiste à un écrasement d'avion, mais des talons hauts? Ça, c'est fatal! Puis deuxièmement, sûrement, oui, qu'au cœur de la catastrophe, je vais commencer à jouer à la police du style en faisant comme « Oui, oh, bien joué les pantoufles, monsieur. Oh, madame, attention, les talons, hein, c'est pour le radeau, ce serait dommage qu'il crève. » Premier avertissement. Et là, elle me dit « Oh, j'allais oublier de te dire, le radeau, il est accroché à l'avion par une petite courroie qu'il faudra sectionner parce que sinon, on va couler avec l'avion. » C'est à quoi je réponds On va couler avec l'avion. » Parce que de toute façon, j'ai pas de couteau, puis même si j'en avais un, il me l'aurait confisqué à la douane avec mon dangereux pot de crème solaire. Et là, elle me dit, non, franchement, on a pensé à tout, on en a dissimulé un dans un des tubes de flottaison. C'est une cachette discrète, t'auras juste à la trouver. Tu sais, ah oui, ben oui.
Ah oui, au cœur de l'océan, l'avion en feu, des corps estropiés, une panique. Moi, je vais commencer à jouer à Oui Charlie avec un couteau en faisant... Excusez-moi, tout le monde, pouvez-vous m'aider? Apparemment, il y a un couteau dans une cachette secrète que... Madame, j'avais dit pas de talons hauts, là. 2e avertissement. Et là, elle me dit, j'allais oublier de te dire, le couteau, il y a une lame un peu particulière, elle coupe juste de l'intérieur, tu vois? Parce que c'est comme ça. Là, je fais, ben oui, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi vous me donnez pas un couteau normal, juste comme schlac comme ça, c'est fini? Elle fait, ben là, c'est pour contrer le terrorisme. Mais c'est qui le terroriste de 2e zone qui va baser son détournement sur le petit couteau dans la petite cachette secrète du petit radeau de sauvetage? À quoi ça va ressembler, son détournement, de toute façon? C'est comme, OK, personne bouge, c'est un détournement. 1, 2, 3, tire, pousse. Attends, paraît qu'il est un peu dur quand même. Attends, je l'ai... OK, il réussit à le trouver au bout de 5 minutes. Radeau gonflé, déjà, on n'a pas de place avec nos genoux dans un avion. Imaginez avec un radeau pris derrière, pouf, comme ça. Hey, madame, donne-moi tes talons. Apparemment, il y aurait un couteau dans... Je pense qu'on a le temps de l'intercepter à quelques reprises, ce terroriste inoffensif-là, hein? Et là, je demande à la madame, je dis, mais madame, pourquoi vous me donnez à moi cette responsabilité-là? Parce qu'en passant, je sais très bien que j'étais complètement paniqué pour rien. Il n'y avait aucune chance que je sois le chef de la survie de l'humanité de l'avion. Les seules chances que ça arrive, c'est que le scénario de l'hôtesse se réalise, scénario dans lequel on serait le seul avion de l'histoire de l'humanité à avoir améri paisiblement, pris le temps d'enlever nos souliers pour voguer doucement sur l'océan. Mais tu sais, dans ce scénario-là, les dauphins font une comédie musicale en nous servant des daiquiris aussi, hein? Mais bref, je lui demande, pourquoi vous me donnez à moi cette responsabilité-là? Et c'est là, elle me répond, ben parce que t'es assis là. Je dis, oui, mais pourquoi je suis assis là? Ben parce que t'as des longues jambes. Donc c'est moi le chef parce que j'ai des longues jambes. Vous comprenez ce que je veux dire par on confie le pouvoir aux mauvaises personnes pour les mauvaises raisons et qu'on est en fin de civilisation? Ça, c'est la fin de mon numéro. Mais là, je sais que vous allez me dire qu'il n'y a jamais de fait parce que selon la cosmogonie de la terminalité, la fin est une relativité éternelle, n'est-ce pas, Vanessa? Tu m'enlèves les mots de la bouche. Parce que, comme le disait si bien le grand Montesquieu, il n'est de fin que celle que l'on... Bon, ben, bonne soirée. Gardez vos applaudissements, s'il vous plaît. Et veuillez accueillir la très talentueuse Tania Dutel. Bonsoir. Ça va? Super. Donc moi, je m'appelle Tania et je suis une ancienne grosse. Ouais, il y a 4 ans, je pesais 94 kilos. Et à l'école, j'adorais quand on jouait aux princesses, mais je faisais Shrek. J'ai vécu une très belle adolescence parce que non contente d'avoir été en surpoids, j'avais aussi de l'acné. Enfin, j'aime pas trop dire avoir de l'acné parce qu'il y a une idée de possession. Et clairement, c'est pas moi qui possédais l'acné. J'ai dû avoir le traitement Roaccutane. Vous connaissez? C'est le traitement le plus fort contre l'acné. Et en fait, quand tu es une femme et que tu as ce traitement, tu es obligée de prendre la pilule parce que si jamais tu tombes enceinte, c'est pas d'un bébé avec une malformation dont tu accouches, mais carrément d'une malformation avec éventuellement un bébé attenant. Et moi, le médecin, quand il m'a remis l'ordonnance pour la pilule, j'ai vu dans son regard qu'il s'est dit « Bon, je vous la remets, mais on sait pertinemment tous les deux que ça ne va pas être nécessaire. » Un jour, j'ai une de mes amies qui m'a dit que si Jennifer Lopez ne faisait pas de sport, elle serait comme moi. En gros, elle serait grosse, mais pas que du cul. Et ce jour-là, je me suis recueillie avec moi-même et je me suis dit « Tania, tu viens de devenir une unité de mesure de grosseur de personne. » C'est-à-dire qu'il y a l'échelle de Richter pour les tremblements de terre et l'échelle de Tania pour les gros. Donc moi, je suis à une Tania et j'ai su qu'à partir de 0,8 Tania, les cours de poney sont inaccessibles. Le jour où j'ai passé mon tout premier casting, j'étais trop contente. Et après avoir été contente, j'ai lu le descriptif du personnage. C'était pour le rôle de Chantal, femme massive, quinquagénaire,
travaillant dans l'agroalimentaire. L'intitulé qui s'arrête jamais. Quinquagénaire, j'avais 21 ans. Et massive, c'est un mot qu'on utilise normalement pour les montagnes. Mais moi, je crois qu'il faut toujours voir le positif dans tout ce que tu fais dans ta vie. Et quand même, ils ont dit le mot femme. Pour perdre du poids, j'ai commencé à faire du sport. Et j'ai pris un coach sportif. On a commencé par la peser. Il s'est mis devant moi et il m'a dit « Attends, je crois que je suis aussi sur la balance. » Ah bah non. C'était hilarant. Et en fait, je savais déjà que j'aimais pas le sport. Parce qu'on en a tous fait au collège. Éducation physique et sportive. Et moi, j'ai pas été éduquée physiquement et encore moins sportivement. J'ai eu un traumatisme. À 13 ans, j'ai fait de l'escalade à l'école. Et il faut savoir que moi, à 13 ans, je faisais déjà 1m70. 1m70, quand t'es mince, c'est lourd. J'étais pas mince. J'étais sécurisée par Alizée. 1m45. 35 kilos. Et elle, il n'y avait personne pour la sécuriser. Et en fait, il faut savoir que quand t'es en surpoids, c'est dur de grimper. Moi, j'y arrivais pas. Sauf que le prof, il voulait me voir monter haut. Il voulait me voir monter tellement haut qu'il a demandé à tous mes camarades de classe les plus costauds de venir l'aider pour tirer sur la corde. On aurait dit des marins dans un port. Et moi, j'étais la baleine qui voulait remettre à l'eau. Et j'étais suspendue en l'air, j'avais peur. Et je voulais m'agripper. C'était pas pour réussir. C'est parce que la seule chose à laquelle je pensais, c'était Alizée qui était toujours de l'autre côté de la corde. Et je me suis dit, s'ils lâchent tous en même temps, elle s'envole. Aujourd'hui, j'ai perdu 20 kilos et je trouve que je suis bien comme ça. Alors, mon poids est toujours supérieur à ma taille, donc je sais que je suis toujours en légère surcharge pondérale selon l'échelle de Tania. Mais je m'en fous, parce que j'ai lu dans un article que les personnes en léger surpoids vivent plus longtemps que les autres. Il paraît qu'il faut toujours parler d'actualité dans un spectacle pour concerner les gens, donc je vais le faire. En plus, en ce moment, malheureusement, il y a vraiment de quoi faire. Je voudrais revenir sur 2 événements marquants pour moi. Les 2 guerres mondiales et le 11 septembre. Bah, je trouve que c'est dégueulasse ce qui s'est passé. Voilà. Par applaudissement, il y a des femmes ici qui n'ont jamais subi le harcèlement de rue. Voilà. Bravo. Tu es seule. Et donc, c'est à cause de ça qu'il y a eu le hashtag MeToo. Et en réponse à ça, en France, il y a 100 femmes qui ont signé une tribune pour défendre la liberté des hommes d'importuner des femmes dans la rue. C'était des actrices, des journalistes, pas mal d'autres femmes. Et elles ont pris la parole, notamment Brigitte Lahaie, qui a dit « On peut jouir lors d'un viol. Mais moi, je galère déjà pour jouir lors d'un rapport consenti. » Et alors oui, peut-être que physiquement, c'est possible de jouer lors d'un viol, je le remets même pas en question, mais ça ne le rend pas moins grave. On n'a jamais entendu une femme dire « Alors, je me suis fait violer. Et finalement, bonne surprise, j'ai joui. À refaire ?» Alors, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, c'est normal, si tu galères pour jouir, c'est que t'es moche. » Bah déjà, c'est pas gentil. Et en plus, il n'y a pas de lien de cause à effet. Il y a aussi des gens qui me disent « Ouais, ceux qui sont moches, ils doivent pas se faire harceler. » Mais non, c'est pas vrai. En fait, on trouvera toujours quelque chose à redire sur les gens. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais plus ronde avant. Alors, je pourrais pas vous dire si j'étais moche. Mais en tout cas, dans la rue, ils étaient plutôt d'accord pour me dire que si. C'était très souvent que j'entendais « Eh, ça va la grosse vache ?» Grosse vache, déjà, je crois que vache, ça suffit, c'est déjà bien en chair. Et parce qu'il faut savoir que nous, les femmes, on est mesurées en animaux. Les grosses sont les vaches, les grandes sont les girafes, les moches sont les thons, et il faudrait qu'on devienne des gazelles. Mais à quel moment dans ta vie tu te dis « Tiens, je vais aller voir cette personne pour lui dire qu'elle est grosse ?» Et moi, je crois que ces gens croient qu'ils nous rendent service. Alors que chez moi, j'avais des miroirs et une balance, donc je le savais déjà, en fait. Alors, depuis que j'ai perdu du poids, je vous cache pas que ce que j'entends dans la rue, ça a un petit peu évolué. Il y en a qui sont peut-être pas au courant parmi vous, mais un soir, je marchais toute seule dans la rue et j'ai été élue Miss Univers. Ah, le titre est tombé. J'ai été élue par un jury d'une seule personne. Et quand même,
parcours relativement hors du commun, je suis pas passée par une étape régionale. Il y a Catherine Millet aussi qui a pris la parole pour la tribune et qui a dit « Je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée parce que je pourrais témoigner que du viol, on s'en sort. » Je regrette. C'est quand même très bizarre comme regret. Moi, des fois, je regrette d'avoir pris une glace à la vanille quand j'ai vu après qu'il y avait du stracciatella. Ça, c'est un vrai regret. Tu peux pas regretter de ne pas t'être fait violer. Elle dit aussi qu'elle a de la compassion envers les frotteurs dans le métro parce qu'ils sont dans une misère sexuelle grave. Moi aussi, je suis dans une misère sexuelle. Hein. Je me frotte pas aux gens. Bon, en tout cas, sachez qu'en France, le harcèlement de rue va être verbalisé. Donc, on va avoir la possibilité d'aller porter plainte et la personne aura une amende. Et c'est génial parce que ça va nous laisser deux choix. Soit de demander au harceleur de nous attendre juste là, ou de nous suivre au commissariat. Messieurs, vous êtes contents quand vous recevez une photo de nous nus ? Eh ben, pas nous. Oh. Voilà. C'est pas une belle photo. À la base, quand tu prends une photo, c'est pour avoir un souvenir et ça, on veut pas s'en rappeler. Moi, jamais je me suis dit, mais quel beau pénis. J'ai très envie de l'encadrer. Et moi, quand je reçois ça, je me dis, il s'est trompé de message. Parce que là, il m'envoie le mauvais message sur lui. Tu vois, j'ai l'impression qu'il n'a pas confiance en lui. Parce que tu sais que si tu arrives bien à me séduire, je vais pouvoir la voir en vrai. Et même si elle est moche, c'est pas grave. Alors que recevoir une photo non réclamée, même d'une très belle bite, hein, c'est pas un argument. Moi, il me manque des mots autour de tout ça. La dernière photo que j'ai reçue, je lui ai dit, mais pourquoi tu as mis ta main à côté ? Elle est là en guise d'échelle. Messieurs, sachez que cette photo sert uniquement à divertir nos amis. Si un jour on fait une soirée avec nos copines, elles l'auront toutes vue. Et ça sera plus juste une soirée fille, ça sera un conseil de classe. Thibaut a les encouragements, mais peut mieux faire. Et je vous laisserai là-dessus, merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève ce plateau, mesdames et messieurs. Je vous demanderai d'applaudir tous les humoristes ce soir. Il y avait Virginie Fortin, Noman Osni, Mehdi Boussaïdan, Yacine Bellous, Maud Landry, Shirley Soignon, Philippe Audrey la rue Saint-Jacques et Tania Dutel. Merci beaucoup Montréal, on a été ravis d'être ici devant vous ce soir, derrière un micro. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous.